Bien. Bonsoir à tous. Je voudrais l'excuser, monsieur le maire, monsieur Lamien, qui est absent aujourd'hui, dans ce moment qu'il est présidé ce conseil municipal. Audrey, si tu veux faire l'appel, s'il te plaît. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Adèle Michel. Excusez pour voir monsieur Léonetti. Léonetti Jean-Marc. Présent. Bonarelli Pierre. Présent. Charles Sophie. Présent. Farcy Claude. Présent. Bax Joël. Présent. Pasqualetto Amiel Agnès. Présent. Boucher Grégory. Présent. Tchélékian Caroline. Présent. Patou Gérard. Excusez pour voir monsieur Lecar. Lecar Vincent. Présent. Silsa Monique. Absente. Boisgard Patricia. Réau Sylviane. Excusez pour voir monsieur Musso. Long Didier. Excusez pour voir monsieur Tonarelli. Vassalo Karine. Elle va nous rejoindre. Vega Fabrice. Présent. Monsieur Jean-Philippe. Présent. Viter Miaela. Excusez pour voir monsieur Valade. Diamel Audrey. Présente. Dardenne Julien. Excusez pour voir madame Ville. Ville Audrey présente. Adami Eric. Présent. Mépi Foncette. Excusez pour voir madame Baltz. Valade Gérard. Présent. Ponce Alain. Présent. Amaro Romain. Présent. Pierre-Reno Joël. Excusez pour voir monsieur Amaro. Nicolai Michel. Melchior de la Boccaccia. Présent. Scamaroni Michel. Excusez pour voir madame Belfion de Labo. Gorlier Lacroix Solange. Présent. Fuzon Maximilien. Présent. Coche Emeline. Présent. Inaudier Rosy. Présent. Merci. Donc, on va faire approuver le procès verbal de la séance du 26 juin. Question, monsieur Fuzon. Bonsoir à tous. Oui, lors du dernier conseil municipal, dans le PV page 23, monsieur Amaro disait que nous avions approuvé totalement le projet de la Gavotte, dont une voie à double sens. Ce qui est totalement faux. J'ai ressorti le projet et c'était bien dans le projet un sens unique. Donc vous avez bien voté pour le sens unique de la Gavotte. D'autres questions? Monsieur Amaro. Avant d'arriver à la question, vous donnez de fausses informations, puisqu'effectivement, nous avions voté pour le projet de la Gavotte, qui consistait en de la végétation qui a disparu, puisqu'il n'y a aucun arbre de planté sur le secteur, et c'est pour ça que nous avons changé d'avis. Nous avions soutenu le projet municipal au départ, qui prévoyait sur le secteur une piste cyclable, de la végétation, une crèche, une école, un foyer intergénérationnel, ainsi que l'ITETEC. Donc nous avons totalement soutenu le projet, parce que nous ne sommes pas une opposition qui s'oppose à tout par principe. Le projet était très positif pour la population, et il n'y avait pas à ce moment-là question du moindre sens unique. Pour preuve, c'est qu'à l'époque, Madame le maire, Madame Célestin, avait mis en place, mais on fera une réunion avec les riverains, puisqu'il y avait des documents, des arrêtés municipaux qui étaient de 2 ans, temporaires pendant les travaux. Et à l'époque, le précédent maire avait promis à la population que ce serait que pendant les travaux. Mais on va faire une réunion avec les riverains, ce qui vous permettra d'avoir tous les éléments. On voit ensemble après pour planifier la réunion avec grand plaisir. Et nous avons changé d'avis, puisque, comme le voient les Pénois, il n'y a plus de foyer intergénérationnel, il n'y a plus de crèche, il n'y a pas un seul arbre, il n'y a pas de piste cyclable, et la voie en sens unique qui avait été prévue pour quelques années le temps des travaux est restée de manière définitive. Mais on échangera avec les riverains, on organise cette réunion avec grand plaisir. Une question, monsieur Léonetti, concernant le pèlerinage. Il y a le plan Vous qui avez est là, prévu vous avez voté pour un sens unique. Vous avez voté pour un sens unique. Arrêtez de mentir, vous êtes un menteur. S'il vous Voilà. plaît. Merci. Monsieur Amaro, posez votre question. Merci. Monsieur Fus. En page 6, il est évoqué le plan local de l'habitat. C'est un plan qui prévoit le passage de notre commune à 26 500 habitants en 2030. C'est une démarche que vous avez enclenchée, vous, majorité. Nous sommes aujourd'hui à 23 000 habitants, ce qui veut dire qu'il manque encore 3 500 habitants qui vont arriver au travers des projets de construction que vous avez votés et que vous avez travaillé avec la métropole et qui a été validé dans le cadre du plan local de l'habitat. Une question, monsieur Boucher et monsieur Léonetti.
Au vu des inondations qu'ont vécu encore de nombreux quartiers à la Gavotte, à la Cité Haute et d'autres endroits de notre commune dimanche dernier, que pensez-vous de la capacité des Pennes Mirabeau, sans avoir adapté la capacité à absorber les eaux pluviales, puisque sous le mandat actuel et précédent, aucun euro n'a été engagé, Monsieur Musso, vous étiez adjoint aux finances, aucun euro n'a été engagé pour absorber les eaux pluviales sur la Gavotte, sur la Cité Haute. Que pensez-vous de la capacité des Pennes Mirabeau à absorber encore 3500 habitants de plus, soit plus de 1000 logements, alors que nous subissons des inondations à chaque pluie? Merci. Alors, pour vous répondre encore une fois, le PLH, comme il a été indiqué, comme vous le savez, il y a beaucoup de projets privés sur lesquels on a pu réduire le nombre de logements. Et comme on vous l'a souvent dit, ainsi que M. Michel Amiel, le PLH est un document qui n'est pas toujours suivi. En ce qui concerne ne pas avoir mis d'argent sur les travaux concernant les inondations, là c'est complètement faux, parce que je peux dire que sur la Gavotte, il y a des travaux qui ont été faits. Il y a encore des travaux qui sont programmés, malheureusement c'est une compétence de la métropole et ça demande du temps. Il y a encore des travaux qui sont programmés, puisqu'on a demandé une réunion, pas plus tard, bien avant les inondations, bien avant une quinzaine de jours, avec la métropole pour faire un schéma directeur encore sur le quartier de la Gavotte. Voilà. Donc, M. Boucher, si vous voulez répondre. Et juste une question, le temps que le micro passe, quand vous parlez de métropole, qui sont les deux élus métropolitains de la commune qui doivent justement aborder ce sujet? Vous le savez très bien, c'est M. Amiel et Mme Charles, et ça, vous me posez des questions si vous voulez. Moi, je fais une précision sur votre demande des travaux qui doivent être faits à la Gavotte pour éviter ces inondations qui sont très très compliquées à gérer, bien entendu. Vous le savez, on le fait depuis des années. On a fait tous les bassins de rétention nécessaires sur notre commune pour permettre et éviter l'envoi de toute l'eau concernant le point bas qui est le chemin de la Védoule. Il reste un bassin de rétention qui, honnêtement, dans les conditions exceptionnelles qu'on a vécues, peut-être déjà atténuera l'eau, mais c'est le bassin de rétention qui est demandé sur la ville de Septembre, et Septembre ne donne pas l'accord pour pouvoir le faire. Donc à partir de là, c'est compliqué pour nous. Monsieur le ministre nous a confirmé qu'on avait fait les travaux. On essaie au maximum d'aider les gens. On a pris en sorte des arrêtés pour fermer la route pour éviter qu'il y ait des drames. Malheureusement, les conditions météorologiques et le climat est compliqué, je le cautionne. Du coup, on entend, admettons que les faits sont ceux que vous décrivez. Comment, du coup, on peut ne serait-ce que projeter encore des logements sur la Gavotte? Comment on a pu valider ceux qui sont en train de se faire derrière l'église? Comment on peut valider ceux qui vont se faire, parce que le plan local de l'habitat a fait 100% des logements, je débat déjà monsieur le ministre. Peu importe les logements qui ont déjà été construits, comment on peut encore accueillir de nouveaux ou ceux en cours, sachant que la situation est bloquée? Encore une fois, ce n'est pas le lieu aujourd'hui. Le PLH, vous savez, c'est un document opposable au tiers qui peut être négocié. Les logements qui sont prévus, c'était prévu avant le PLH qui est sorti. Les logements à la Gavotte, vous avez votre idée, on a la nôtre. En tant que là, c'est au courant. Aujourd'hui, le conseil municipal, ce n'est pas le cas. Et pour ma part, après, si vous souhaitez continuer. Et là, ce qui concerne la Cité Haute, je confirme aussi que les travaux ont été effectués. D'ailleurs, le bassin de rétention, bon, on ne va pas parler de ces grosses pluies qui est tombée là dernièrement, mais lors des pluies un peu moins fortes, je peux vous assurer que le bassin de rétention a bien fonctionné. Il a bien fonctionné, puisqu'il y a eu un travail qui a été fait, aussi bien sur les martelières, ainsi que sur la voie, et pour envoyer l'eau dans le bassin de rétention, et il a fonctionné. Donc, on a dit, rigoler, oui, c'est vrai que là, d'ailleurs, on n'est pas la seule commune. Je crois que c'est pas, il y a d'autres communes qui ont été très impactées aussi. On va, c'est vrai, de plus en plus, je pense avoir ce type de situation. Donc, il va falloir prévoir et remédier. Madame Coche. Bonsoir à tous. Puisqu'on parle de bassin de rétention qui serait peut-être utile sur la commune de Septembre, quels sont les moyens de négociation qui ont été effectués avec la commune de Septembre? Quels sont les points qui restent bloquants aujourd'hui? Y a-t-il des procédures qui ont été intentées à l'encontre de la commune de Septembre pour obtenir ces bassins de rétention? Alors, le point bloquant, je vous dirais que, bon, avec la commune, on a
longuement parlé, ça fait longtemps que ça dure. Le dernier en date, c'est qu'on a fait ressortir, pas nous, bien sûr, sur l'enquête, on a fait ressortir des arbres remarquables. Des arbres remarquables dans cette friche. Je ne voudrais pas vous dire le nom de l'arbre, ce que c'était, des arbres remarquables sur cette friche. Donc il est vrai qu'on continue à voir avec Septem, parce que ce bassin prend toute l'eau qui descend de la carotte terrée, et il aurait vraiment une efficacité importante. Donc là, vous en êtes au niveau des études, en fait. Et... Non, les études, on essaie, on pousse, même M. Monino a fait un courrier aussi à la métropole et tout, parce que maintenant il abonde dans notre sens, mais voilà, mais ça, des délires administratifs, ça fait. Donc le point au plan n'est plus que administratif. Oui. Merci. Alors avant de passer à l'ordre du jour, pardon, Madame Melchior. Merci. Au mois de juin, nous avions posé une question concernant la ligne financière, 65 888. Le compte 65 888 qui s'appelle Autre. Donc c'est un intitulé qui était particulièrement flou. Il était à 279 000 et il passait sur les derniers comptes à 450 000 euros. Donc on voulait savoir pourquoi il y avait une telle différence, à quoi allait servir cet argent, et on ne nous a toujours pas répondu. On est au mois de septembre, vous deviez nous répondre, et entre juin et septembre, il ne s'est toujours rien passé. Donc nous n'avons toujours pas la réponse à cette question. Peut-être M. Couchet, vous pouvez me répondre. Je vais vous répondre, après peut-être Grégory va approfondir. C'est surtout des provisions pour les contentieux des mémoires RQG. Voilà, si tu souhaites. Non, voilà, si vous complétez, j'avais répondu à Jean-Philippe. Je pensais qu'on vous avait répondu, on s'excuse. Dans tous les cas, on vous fera un courrier pour vous donner oui. C'est par rapport c'est des provisions concernant les contentieux du dossier RQG à la réponse. Donc, je mets au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Alors, avant de passer à l'ordre du jour, vu qu'on a une délibération hors ordre du jour, on la passera donc dans la fin du conseil. On concerne un bon nombre de décisions. S'il y a des questions. Soupçon. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Oui, par rapport aux décisions qui sont présentées, donc les 4 premières sont les décisions qui ont été prises le 2 juin et qui concernent les demandes de subvention. Donc il y en a 4 au total. La première, c'est une demande de subvention qui concerne donc une réaffectation, parce qu'on était sur une demande par rapport au plan climat, air, énergie. Et nous avons une réaffectation pour le dojo de Rocky. Donc il s'agissait bien de la délibération 2110 qui est du cours porté et qui était initialement inhérente à des travaux de toiture, je crois, au service technique. Est-ce que c'est bien ça d'une part? Est-ce qu'on pourrait avoir des explications du coup ce que devient par rapport au dojo, ainsi que pour les 3 suivantes? Et la question qui va derrière, ce sont des décisions qui ont été prises le 2 juin. Pourquoi on ne les a pas traitées en conseil municipal? Quelle est la motivation? Et pourquoi aujourd'hui, alors que nous avions un conseil municipal le 26 juin? Alors, pour la première question, je vous répondrai par écrit parce qu'honnêtement, là, je n'ai pas la réponse, mais c'est une réaffectation sûrement. Comme tu étais notre adjoint aux finances, tu as sûrement la réponse. Pour les 3 autres, alors les dates, vous le savez, on a la possibilité de faire des décisions concernant ces demandes de subvention. C'est une modification en fait, du coût réel de l'opération, mais ça modifie en aucun cas le montant subventionnable et la subvention escomptée. Voilà, je vais vérifier parce que moi aussi je me suis posé la question. Alors après, à la date du 2 juin, c'est surtout parce qu'on a reçu les derniers, peut-être, qu'on n'a pas eu le temps ensuite de les enrôler, des corrections. Voilà. Tout simplement. Merci. C'est des demandes qu'on avait déjà formulées pour les 3 assurances. Oui, et en fait, on a modifié le coût réel de l'opération, le coût total, mais ça ne modifie pas le montant subventionnable qui est plafonné par 85 000 € avec une subvention escomptée de 70 000. Okay. Concernant le dojo, c'est quoi le travaux exactement? Le dojo, c'est une reprise de la toiture, c'est marqué. Et les volets. Et les volets.
Autre question? Oui. Oui, bonsoir. Au sujet des prises de ces décisions en date du 11/9/2025, il y a une désignation d'un avocat pour défendre les intérêts de la commune suite à la requête déposée par les consorts G devant le tribunal administratif de Marseille. Et nous avons besoin de plus de visibilité concernant l'avocat et au sujet de ce permis de construire et quelle construction cela concerne et où est-elle? Alors, c'est toujours des décisions, quand c'est des voisins qui jouissent de la propriété et qui veulent personne à côté, donc une attaque le permis. Donc ça passe toujours par un contentieux en recours gracieux. Et bon, ce recours gracieux, nous, les services l'analysent, puis ils font entière confiance dans le service urbanisme. Après, ça part en contentieux, ça part au théâtre, et on est obligé de prendre un avocat. C'est toujours, il y a les 3 délibérations que vous avez là, concernant c'est une propriété qui jouxte une autre propriété déjà existante, et le voisin n'a pas. Pour différentes raisons, chacun a sa raison, différentes raisons, il attaque bien sûr qu'on attaque la mairie, on attaque le permis de construire. Vous avez l'adresse, c'est le. Oui, tout à fait. On est sur des affaires privées. Là, il y a bien sûr, ça va danser partie contentieux, et on verra après qu'est-ce qu'il en ressort de ce contentieux, qui aura raison, s'il y a une annulation de permis ou pas. Mais comme je vous dis souvent, c'est bête. Ne pas trop avoir quelqu'un à côté de chez soi. Les marchés. Ah, pardon, monsieur Amand. Une question toujours concernant les délégations prises par monsieur le maire. En date du 16 juillet, il y a eu la désignation d'un avocat pour représenter la commune et se constituer partie civile suite à l'incendie qui s'est déclaré le 8 juillet 2025, ayant occasionné de nombreux dommages sur la commune. Donc, il s'agit du secteur du Jas de Rhodes qui a été touché par cet incendie. Il nous a été donné comme information par plusieurs assureurs que Pacifica, qui est l'assureur du tiers à l'origine de l'incendie, se serait retourné contre la commune pour 2 manquements. Le premier concernant les bornes à incendie qui ne marchaient pas sur le plateau du Jas de Rhodes le jour de l'incendie. Le deuxième concernant des manquements sur le débroussaillement aux alentours des parcelles et des chemins communaux. Quelle visibilité pouvez-vous nous donner sur ça, monsieur Leonetti? Alors, bon, en ce qui concerne les bornes incendie, je peux vous dire qu'elles fonctionnaient. Les bornes incendie fonctionnent parce qu'elles sont suivies et par les pompiers et par notre service. Les agents du CCFF ont précisé qu'elles ne fonctionnaient pas le jour J. Alors il faudra qu'ils nous signalent celles qui ne fonctionnent pas, parce que quand on dit ne pas fonctionner et qu'on est très peu, je suis de votre fait. Pour vous rejoindre, M. Amaro, c'est que c'est vrai que vous êtes très haut sur le Jas de Rhodes, et puis quand on tire énormément, mais il faut savoir qu'une borne incendie ne sert pas pour éteindre le feu. Je pense que beaucoup de gens se trompent. La borne incendie, elle sert à ralentir les camions. Parce que si on se met à une borne incendie avec un tuyau, eh bien l'eau, il faut une pompe intermédiaire pour tirer. Donc c'est vrai que souvent, on fait moi j'ai eu le cas sur des usagers qui ont dit j'ai voulu l'utiliser, elle ne fonctionnait pas. Et j'ai expliqué que non, elle fonctionne. Seulement pour fonctionner, une BI sert au remplissage des camions. Du coup, c'est les pompiers et les agents du CCFF qui, eux, savent utiliser les bornes d'incendie. Après, c'est juste une question. Quelle visibilité vous pouvez nous donner sur les démarches de Pacifica qui incriminent la commune sur ces 2 sujets? Oui, effectivement, il y a la ville de Marseille, les détails, et pour le moment, parce que même les pompiers ont été ont des champs de civilisation, parce qu'ils ne sont pas intervenus assez rapidement, parce que si, voilà, il y a, dans ces cas-là, je veux dire, on essaye de se retrouver sur tout le monde. Joël, les marchés, donc s'il y a des questions sur les marchés, Joël pourra vous répondre. Pas de questions. Donc, on passe à la lune. C'est bon. Madame Max. Bonsoir à toutes et à tous.
Avec cette déclaration, nous lançons la mise en place d'un système de télégestion de notre éclairage public et sportif. Concrètement, 2 acteurs vont intervenir. Silifi qui fournit la technologie, les mises à jour, les garanties et l'interfonctionnement avec nos outils numériques, et Luminec qui installe et assure la maintenance. Ce système permettra de piloter nos luminaires à distance, d'adapter l'intensité lumineuse aux besoins, de détecter rapidement les pannes et surtout de réduire nos consommations et nos dépenses énergétiques. Il est important de rappeler que la télégestion n'est pas la Smart City. La télégestion représente une solution technique ciblée conçue pour contrôler et optimiser l'éclairage public, objet de ce marché. Alors que la Smart City est une approche globale de l'aménagement urbain, utilisant la télégestion, mais aussi d'autres technologies et données. Il est possible d'ajouter d'autres composants, comme des capteurs, des plateformes, des données et différents logiciels, pour gérer le trafic, la propreté, l'énergie et la sécurité. Aujourd'hui, nous déployons une brique technique concrète et utile, qui relève de nos compétences et conforme à notre engagement. La commission d'appel d'offres du 15 septembre écoulé a retenu l'entreprise Silifi France pour un montant maximum de 650 000 € hors taxe. Je vous remercie. Monsieur Musso. Oui, merci pour ces précisions, et surtout la précision de la différence entre la Smart City et la télégestion. Puisque donc cette délibération, donc ce marché, vient conclure un petit peu la phase de la rénovation qui a été engagée sur la commune, avec le point d'entrée qui était, comme on l'avait évoqué, le changement des luminaires, et en sortie, la mise en place d'une Smart City. C'était donc ce qui était initialement prévu. On voit donc aujourd'hui qu'on passe d'une solution de Smart City à une solution de télégestion. Alors, pour être bien précis, comme vous l'avez été sur la distinction et sur les engagements qui étaient pris, je reviendrai simplement sur le compte rendu du conseil municipal du 27 février, lorsque nous avons débattu du débat d'orientation budgétaire, où Monsieur le maire disait « J'ai décidé de lancer dès cette année un système de Smart City et en plus un système sophistiqué de Smart City. » Donc il s'agissait bien de mettre en place de la Smart City. Donc il s'agit aujourd'hui d'une volte-face. Donc on passe d'un système sophistiqué à une approche de solution de Smart City. Et là, je cite l'analyse des offres qui nous a été présentée en commission le 15 septembre dernier. Du coup, 4 questions. La première, pour vous, Monsieur l'adjoint Finance, est-ce que ce sont des contraintes financières qui ont réorienté ce projet ou pas? Et 3 questions un peu plus techniques. Vous avez parlé effectivement de la maintenance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à combien va s'élever le coût de la maintenance? D'autre part, vous avez une question, comment sera assurée la prise en charge de l'évolution du réseau? C'est-à-dire, je précise, si on crée une voie, qu'on rajoute des luminaires, de quelle manière vont être intégrés ces derniers dans le système de télégestion? Et dernière question, à quel moment on pourra passer à un système de Smart City je pose cette question parce que dans l'analyse des offres, il était précisé que, pour le prestataire qui est retenu, les fonctions dormantes intégrées au matériel garantissent des évolutions possibles à long terme. Donc là, on s'engage pour 4 ans. Que veut dire le long terme? Est-ce que ça dépend de notre vision politique, notre volonté politique et de l'argent qu'on va mettre ou pas là-dedans? Ou est-ce que c'est des problèmes techniques liés aux prestataires qui vont nous bloquer sur les 4 années à venir sur de la télégestion? Merci. Alors, moi, je vais vous répondre uniquement sur les questions dont je peux vous répondre. Personnellement, donc, la municipalité s'est engagée sur un programme donc, de rénovation et de pilotage de son parc d'éclairage public. C'est sa seule et unique promesse. Évidemment, on parle souvent de Smart City, mais à tort, et je pense que c'est là dont est issue la confusion. C'est que donc la télégestion, elle fait partie de la Smart City. Et c'est vrai que c'est un terme courant qu'on emploie, peut-être à tort, justement, à ce niveau-là. Ensuite, concernant l'enveloppe, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la dernière tranche du marché de télégestion de l'éclairage public représente les 650 000 €. Après, moi, la délibération que je vous ai présentée, elle autorise donc la signature de la commande d'une commande publique, conformément donc, à un budget qui a été voté. Pour plus de précision sur les affectations, je laisse la parole à Grégory Boucher, qui est agent en finance. Merci Joël. Juste une précision par rapport
au terme qui est plus dur, volte-face, c'est un grand mot. Tu étais avec nous les 5 dernières années. Comme a dit Joël, on n'a jamais parlé d'une Smart City. Alors c'est un terme qu'on emploie, comme on peut employer un terme qui, pour représenter le projet, on a toujours parlé de la gestion intelligente de l'éclairage public, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on a promis. Ensuite, pour la réaffectation du reliquat, puisque l'enveloppe au départ était de 1 300 000 €, et aujourd'hui le marché nous fait économiser, même pas économiser, mais est signé à 660 000 € à peu près, c'est ça, Joël 650. On a la possibilité de réaffecter ces 500 000 € et on va les réaffecter à travers la décision modificative qui sera votée en octobre sur divers travaux qu'on arbitrera, bien entendu sans toi maintenant, puisque tu ne fais plus partie de notre équipe, concernant les décisions modificatives. Si Jean-Marc veut en dire 2 mots sur les travaux qui sont peut-être prévus pour la réaffectation, et on a notamment une urgence. Voilà. Mais l'argent ne sera pas perdu ni économisé dans le budget. Alors les travaux. Oui, pardon. Je voulais juste préciser sur la réaffectation, donc les 330 000 €. Comme l'a dit Greg, on le passera sur le prochain conseil, mais il y a des travaux qui sont des travaux supplémentaires, et surtout la passerelle de Belle-Père qui a été, je veux dire, il y a un camion béton qui a littéralement enfoncé, elle n'est plus utilisable, on a été obligé de la sécuriser, et des travaux supplémentaires sur Valsec, Rocky, et la requalification des chemins des routes. Alors, pour ce qui est de la Smart City, l'erreur, moi ce que je retiens dans tout ça, c'est que les engagements que l'on avait pris, nous, en tant que municipalité, c'est d'éclairer avant la fin de l'année. Et ce sera, toute la commune sera éclairée d'ici la fin de l'année, au changement, quand on va changer d'heure, je crois que c'est en octobre, des salles. Voilà. Le 25 octobre. Voilà. Donc, quand on va faire le changement d'heure, la commune sera tout éclairée. Madame Cloche. Oui, je reviens sur les questions qu'a posées M. Musco et qui rejoignaient celles que je voulais vous poser d'ailleurs. Donc merci. En matière d'entretien, du coup, on n'est pas du tout sûr, avec ce contrat-là, qu'on puisse faire évoluer, en fonction des besoins de la commune, le système. Puisque moi, comme beaucoup d'autres, on avait bien retenu le projet de Smart City. Ce n'était pas un terme générique pour nous, hein, c'était vraiment le projet de Smart City. Donc on se trouve un petit peu surpris face à ce changement. Donc comment va-t-on faire aujourd'hui pour faire évoluer ce système? Quelles sont les garanties qui sont reprises dans ce projet avec ce nouveau marché? Merci. Bonsoir à tous. Alors, le mot Smart City, ça veut dire quoi? Ça veut dire une ville intelligente en français. C'est tout simplement une ville qui utilise les nouvelles technologies. Donc ça veut dire qu'au niveau de la Smart City, le système que nous prenons est totalement évolutif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va l'utiliser pour notre éclairage, mais on va l'utiliser une deuxième fois, pratiquement de suite, c'est qu'on va se servir, puisque c'est équipé pour, on va utiliser les pédales lumineuses que nous avons sur la commune. C'est-à-dire toutes les parties qui seront dans le noir seront allumées plus tôt, toutes les parties qui sont très illuminées seront alimentées plus tard. On peut adapter sur la Smart City que nous aurons, évolutif, on pourra utiliser l'utilisation des feux de signalisation. C'est-à-dire qu'on pourra mettre directement dans un poste. Si nous en serons capables, j'espère, dans quelques années, on pourra gérer directement toute la circulation avec la Smart City. Donc on pourra réguler les feux, si on veut les faire. On peut donner énormément d'informations sur le coup de la Smart City. On peut être avec des capteurs, on peut savoir si on risque d'avoir des inondations ou pas. C'est-à-dire on a des capteurs qui peuvent mesurer la hauteur d'eau d'une rivière ou d'un fleuve, et à partir d'une certaine hauteur, ça déclenche une alarme, et à ce moment-là, on peut se dire, attention, avec la grosse pluie, il peut y avoir une alarme. Donc, énormément de capteurs peuvent être mis au niveau de la Smart City. C'est de l'intelligence.
c'est directement de l'intelligence, donc on pourra faire énormément de choses. Alors aujourd'hui, pour nous, le début de la commune, c'est l'éclairage, pour essayer en plus d'économiser le maximum de ce côté-là et de ne pas dépenser. Mais demain, ça peut être pour d'autres, ça pourra être peut-être demain, on pourra décider de réguler les feux. Ça, c'est une deuxième possibilité. On pourra rajouter au niveau de la marxistique tout ce qu'on veut. Alors, merci d'avoir effectué ces précisions techniques. Donc c'est très évolutif. En plus, ça ne marche pas par téléphonie, ça marche par radiofréquence. Donc c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus simple. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et en plus, l'évolution, elle est prévue par la société. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'il y aura des évolutions, c'est garanti par la société, les évolutions seront prises en charge. Alors, ça veut dire que ça sera pris en charge en même coût ou avec un coût supplémentaire? C'était ça la question. Ah non, Quels c'est pas leur seront charge. les coûts aujourd'hui? C'est la charge. C'est comme dans tout. Quand vous avez un logiciel qui est modifié, on vous le modifie automatiquement, gratuitement. C'est l'évolution du système. Moi, je serais intéressée par avoir les garanties des contrats qui seront signés justement sur ces évolutions-là. Mais là, les garanties dans le contrat, vous les avez. Dans le contrat de vente, vous avez déjà les garanties qui sont données par l'entreprise. Qui va nous... C'est déjà marqué. Je veux bien avoir ces contrats. Voilà. Merci. C'est déjà marqué. Merci Nelsa. Monsieur Amaro. Oui, il est important de passer un peu de temps sur ce sujet parce que ces dernières années, les remontées de la population sur ce qu'ils vivent de manière nocturne sur la commune ne cessent de s'accroître. Pour donner un petit peu ce qui se passe, l'exemple typique d'une information qui a été transmise sur le chlorhydréal, je ne vais faire que lire l'information qui a été donnée par une habitante: copropriété en vigilance, agissons ensemble, des faits inquiétants ces dernières semaines, vol et dégradation de véhicules, jeunes rôdant la nuit dans la résidence, intrusion et comportements suspects, effraction des caves. Face à cette situation, le conseil syndical se mobilise et propose la mise en place de rondes nocturnes bénévoles. Nous allons donc avoir des pénois qui vont remplacer l'éclairage nocturne et la police municipale. Et la création des groupes WhatsApp de vigilance pour signaler et coordonner les actions. Sur le terrain, il se met en place ce sur quoi nous vous avions alerté. Monsieur Musso, quand vous avez lancé cette démarche en tant qu'adjoint aux finances, nous vous avions dit: attention Monsieur Boucher, attention Monsieur Leonetti, voilà ce qui va se passer quand on met une commune dans le noir, sans police municipale de nuit. Vous ne nous avez pas écoutés. Il est temps de réagir. Deux informations. Quand vous dites, Monsieur Leca, Madame Baltz, pardon, la Smart City n'était pas une promesse. Excusez-moi, je reprends juste, alors pour le coup, Monsieur Musso et Madame Koch ont totalement raison. Je reprends l'interview de votre majorité sur Ici Provence le 21 mars 2025. L'éclairage intelligent annoncé par l'élu prévoit que chaque luminaire LED de la commune, soit plus de 5000 points lumineux, pourra être piloté individuellement ou par secteur grâce à un système de gestion numérique appelé Smart City. Et, Monsieur Mousseau et Mme Koch, je le partage totalement et il donne de vraies informations, vous avez dans toutes les réunions publiques annoncé une mécanique de Smart City. Alors, c'est pas grave si ça change, il n'y a pas de souci. C'est parce que vous avez besoin d'accélérer, et les Pénois, ne vous inquiétez pas, ils nous disent, ils vous remercient de faire le cadeau de l'éclairage à quelques mois des élections. Voilà, ça, ils en sont conscients. Au porte-à-porte, dans les rencontres de quartier, encore la semaine dernière devant l'école de la Renardière, les parents d'élèves nous ont dit merci beaucoup, puisqu'à quelques mois des élections, on va avoir l'éclairage nocturne. Donc, ne vous inquiétez pas, là, le message est passé, et ils en sont conscients. Je terminerai juste sur deux choses, et plus principalement sur l'évolution de la Smart City. La preuve que on évoque des propositions, depuis 2014, on vous fait des propositions que vous nous dites toujours être impossibles. Parce que vous êtes l'opposition, ça ne peut pas se faire, vous racontez des bêtises. Depuis 2014, vous auriez pu déjà investir dans ce type de technologie pour, par exemple, le carrefour de la Renardière. Depuis 2014, on vous dit, faites comme dans toutes les communes, prenons le pilotage des feux tricolores à distance. Nous avons un CSU que nous avons rénové, Centre de Supervision Urbain, qui se trouve à l'entrée du vieux village, qui est magnifique. Et depuis 10 ans, nous vous disons, mettons le pilotage à distance des carrefours. Vous nous avez toujours dit c'est impossible. La preuve, Monsieur Leca, vous venez de donner l'information
que grâce à cette mécanique, nous allons rattraper 10 ans de retard, puisque beaucoup de communes, je me rappelle, en 2014, j'avais visité un CSU sur une commune voisine d'Aix-en-Provence, plus petite que la nôtre, qui pilotait déjà les feux tricolores à distance. Donc, c'est pas grave si ça évolue. Ce que veulent les Pénois, Monsieur Musso, vous disiez, à quel moment on pourra passer à un système de Smart City? Ce que veulent les Pénois, c'est pas les peines Mirabeau, qu'est-ce qu'on fait demain, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on faisait hier et quelle incidence ça a aujourd'hui. Les Pénois ne regardent pas demain. Ce qu'ils veulent, c'est la lumière dès maintenant. La nuit, de la police municipale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un quartier où nous passons, où on ne nous dit pas. On s'est fait voler les roues des camions, on s'est fait vandaliser les camionnettes. Encore, à la voilerie, la semaine dernière, il y a un couple qui s'est fait percer son réservoir d'essence et s'est fait siphonner avec le réservoir d'essence percé. Qu'est-ce qu'on attend? C'est aujourd'hui que les Pénois attendent des solutions. On vous demande l'éclairage depuis le début de cette mesure. C'était seulement 100 000 € d'économie sur un budget de 60 millions d'euros. 18 millions d'excédents budgétaires, ça représentait 100 000 €. On vous demande, n'attendez pas s'il vous plaît, pour le bien vivre des Pénois, cette mécanique, Smart City ou autre, c'est pas grave. La population vous demande juste de l'éclairage. Merci. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Amaro, que c'est pas un effet parce qu'on sera à 6 mois des élections, et encore moins pour moi, parce que, comme vous le savez, je ne me présente pas. Mais par contre, je m'étais engagé lors de réunions publiques à l'installer et remettre la lumière avant au dernier trimestre de 2020. C'est chose qui sera faite. C'est chose qui sera faite. Voilà. Et en ce qui concerne les délits, ben c'est vrai, oui, il y a des délits, comme de partout. Greg? Pour compléter deux points par rapport à ce que dit M. Amaro, qui disait, si on l'écoute, malheureusement, il faudrait un gendarme dans tous les quartiers, une police dans tous les quartiers, et honnêtement, si vous avez la solution financière de remplacer la police nationale qui est sur le quartier de la Garonne, il n'y a aucun problème. Je peux concevoir que l'éclairage public entraîne un sentiment d'insécurité, mais je ne suis pas certain que ça règle tous les problèmes d'incivilité. Malheureusement, on est confronté aujourd'hui à une société qui se dégrade, qui est sauvage, et la solution, c'est soit on met la police de partout, mais on aide des services publics, parce qu'à un moment donné, financièrement, on n'y arrivera pas. Et le deuxième point, c'est pour compléter ce que disait Vincent. Bien sûr, on pourra peut-être un jour dire de décider de piloter les éclairages, les feux tricolores, pardon. Attention, vous le savez, il y a des routes départementales, des routes métropolitaines. Donc il faudra demander l'accord à ces personnes-là. Et peut-être qu'on les aura pas. Ah, les autres villes, mais donnez-nous la liste. S'il vous plaît. J'attends aussi la liste des seuls où il y avait les commissions logement que vous nous avez données depuis un an. On se fait un rendez-vous avec ça. Merci. Prenez rendez-vous, n'oubliez pas. Oui. Madame, s'il vous plaît. Moi, je voudrais aller à l'encontre de toutes ces idées reçues qui fait que dans le noir, il y aurait beaucoup plus de... Absolument pas. Toutes les études montrent que cela n'aggrave pas les incivilités. La deuxième chose, j'ai habité le Clos Idéal. En 81, c'était tout éclairé. Je me suis fait rouler 3 fois là-dessus. Et c'était tout éclairé. Voilà. Donc, moi aussi, pardon, je te coupe, mais moi aussi. Les 4 roues. Et moi, c'est Georges, il y a 40 ans, on m'a pris les 4 roues dans la voiture. Voilà. Il y a 40 ans. Donc, l'idéal, c'est pas le sujet. Par contre, quand on est dans le noir, s'il y a quelqu'un qui éclaire pour faire des choses qu'il ne faut pas faire, on le voit. On le voit. Voilà. Et puis parmi vous, là, dans la salle, qui est dehors entre minuit et 5 heures du matin, tous les jours? Ben, je crois qu'on compterait les doigts, on compterait les personnes sur le doigt de la main. Donc tout ça, alors qu'on mette un éclairage intelligent, c'est très bien, mais qu'on dise que l'éclairer, c'était une bêtise, moi je dis non, parce qu'il faut aussi penser à la biodiversité, et il faut aussi penser que la protection de la biodiversité doit être aussi quelque chose que la mairie doit prendre en compte. Merci, M. Musso. Et merci, juste une précision, on parle du Clos Idéal, sauf que de la part, c'était un lotissement privé. Déjà, ce n'est pas l'utilité d'intervenir là-dessus. Juste au-dessus du sol, c'était éclairé, donc il y a un souci avec le Clos Idéal sur ce point-là. Ce sur quoi je voudrais revenir par rapport à l'extinction de l'éclairage. Associé à cette décision, bien évidemment, on l'avait évoqué lors du conseil de juin, vous avez pris cette décision à l'époque quand justement les prix flambaient de l'éclairage.
Au compte de résultats, il nous avait été démontré qu'effectivement, le coût de l'éclairage n'était plus la variable qui nécessitait d'éteindre la nuit. On avait demandé dès ce conseil-là de rallumer en totalité la lumière avec l'approche rapide de la Smart City. Après, je veux bien qu'on joue sur les mots. Smart City, smart, ça veut dire intelligent. Tout le monde a bien traduit, on sait exactement ce que c'est. Donc là, le système qui est mis en place de télégestion, comme le dit le prestataire, c'est une approche de la Smart City, mais ça n'en est pas une. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va s'assurer que si on a décidé d'allumer à 10%, 20%, X% sur les différents quartiers, on sera assuré par la télégestion que ça correspond à la commande qui a été formulée. Mais en aucun cas, il y a un système intelligent qui va nous dire qu'il faut allumer plus, il faut allumer moins, en fonction de tel ou tel critère, que ce soit la circulation de la population, de véhicules, voire même de la faune. Ça, c'est quelque chose d'après. Ce que je n'ai pas du tout compris, c'est quand. Quand est-ce qu'on va passer, si on le souhaite, à un système de Smart City? Est-ce que le prestataire va nous bloquer pendant les 4 ans, parce que son système ne pourra pas évoluer par de long terme, ou est-ce que c'est simplement parce qu'aujourd'hui, on ne met pas l'argent? Donc on est bien d'accord, la télégestion est une approche, ça veut dire que si demain on voulait construire une maison, c'est la première pierre. Mais tel qu'on l'entend aujourd'hui, il appartiendra effectivement à la prochaine majorité de finir la maison et surtout de supporter les prix. Merci. Des questions, je vais la voir. Oui. Non, parce que je ne veux pas non plus employer des mots qui dépasseraient ma pensée. Et, honnêtement, c'est un débat qui est logique. Mais aujourd'hui, Jean-Philippe, j'ai du mal un peu à te comprendre parce que tu as exclu la totalité du marché. Je m'étonne de ton incompréhension, mais on est en campagne et c'est normal. Et aujourd'hui, c'est normal, mais non, dans le conseil municipal, c'est pas le mieux. D'engager de l'argent aujourd'hui alors qu'il y a des élections en mars et qu'on a répondu à une demande qu'on avait faite, à une demande de marché qu'on a mis en place. C'est pas aujourd'hui l'idée de mettre d'engager de l'argent si, par exemple, j'espère pas, mais en mars, tu seras maire. Voilà. Donc, le système évolutif qu'a présenté Joël et qu'on a présenté à la commission des marchés, on sait que pendant 4 ans, on peut rajouter des briques de la Smart City, comme tu dis. Ça sera l'équipe suivante qui décidera de mettre ces briques-là. Ça a un coût, tu le sais très bien, ça a un coût financier. Et bien, celui-là, il sera peut-être au budget 2026 ou au budget suivant en fonction de la majorité qui sera en place. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter de faire un débat sur la volte-face. Aujourd'hui, on a répondu à un marché dont tu as été en fonction sur cette totalité-là, sans englober le remplacement, sans englober la mise en place de la télégestion de la lumière. Je vais éviter d'appeler Smart City. On vous le concède, franchement, c'est une erreur de sémantique, enfin, une sémantique que tout le monde emploie aujourd'hui. Allez, je vais aller aussi un peu plus loin. Une ville pas loin de chez nous a mis en place un projet de Smart City à 40 millions d'euros, il en aurait été net. Voilà, 40 millions d'euros. Ah oui, lui, il était complet par contre. Hein. Mais à un moment donné, il faut être raisonnable, il faut savoir faire des choix. On n'a pas fait de choix parce qu'on l'a promis en 2025. On a mis en place cette idée-là en 2025, mais il n'était pas dans le programme de 2020. Voilà, on arrête là. Si tu es élu maire ou si M. Amaro est élu maire, ce que, encore une fois, je ne souhaite pas, vous déciderez peut-être de rajouter des briques dans les 4 ans qu'on a de convention et de marché avec la société, et ensuite on verra. Voilà. Une dernière question, madame. Je reviens là-dessus. Et on passera au vote. Donc, on est bien d'accord qu'on avait tous convenu d'un système de Smart City complet. D'accord. Aujourd'hui, le changement a été décidé par la majorité sans avoir donc l'aval de la totalité du Conseil. Donc, on est bien d'accord là-dessus. La preuve en est que le budget qui était initialement prévu a été minoré de 500 000 €. Donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas du même produit. On est d'accord. Et de fait, aujourd'hui, on va valider un projet pour lequel l'ensemble du conseil municipal n'allait pas voter en soi. Mais non, on avait mal compris. C'est nous qui avons. Mais donc, il s'agissait d'une erreur de sémantique de 500 000 €. C'est ça? Absolument pas. C'est la loi du marché, hein. Vous savez, on prévoit un budget, il y a des enveloppes qui sont ouvertes. Dans le DCE, je vais dire, il était prévu ce qui est aujourd'hui voté et validé par la commission d'appel d'offres.
eh ben, on a 500 000 euros qui sont dégagés sur cette ligne-là, qu'on peut réaffecter, comme vous avez expliqué sur les métiers, sur des travaux et des aléas qui nous sont venus et qu'on va décider en commission pour la décision modificative d'octobre. À partir de là, je ne vois pas quel est le changement ou quelle est votre idée de sémantique à 500 000 euros. On va dire que c'est une expression que vous avez envie de faire, ben vous le ferez. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun changement dans la politique et dans le choix de la majorité. Non seulement dans la réalité. Oui, bien sûr. Ok. Donc, allez, je vais voir qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci. On passe à la 2. Alors, cette délibération s'inscrit dans le cadre de notre agenda d'accessibilité programmée, l'ADAP, et illustre une priorité majeure de notre action municipale, garantir l'accessibilité de notre ville à toutes et à tous. Ce n'est pas seulement une obligation légale, c'est un choix politique fort pour construire une commune inclusive et accueillante. Concrètement, il s'agit de travaux de mise aux normes d'accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public de la commune, conformément à la planification proposée dans la DAP. Les marchés sont conclus sous forme d'accord cadre à bon de commande pour une période initiale allant jusqu'au 31 décembre 2026, avec possibilité de reconduction pour 2 années supplémentaires. Une consultation a été menée conformément au Code de la commande publique. La commission MAPA réunie le 15 septembre dernier a donné un avis favorable aux entreprises suivantes. Pour le lot 1, gros œuvre GCC Provence, le lot 2, second œuvre Cali Rénov, le lot 3, signalétique extérieur, le groupement Okenea, SPTR et Pulse, les lots 4 et 5, plomberie et électricité, à la société Pro-Bâtiment 13. Les montants maximums initiaux sont respectivement de 350 000, 700 000, 350 000, 200 000 et 100 000 euros hors taxe, avec reconduction à la moitié de ces montants pour chaque lot. Voilà. Des questions? Un coche. Oui. Est-ce que vous savez où on en est du plan d'action sur les ERP sur l'ensemble des bâtiments communaux? Tu veux répondre? Je crois qu'on a donné le tableau. Moi, ce que je peux dire, c'est que concernant les travaux d'accessibilité, je dirais que Gérard ainsi que Joël ont fait un beau travail. C'est surtout le fait d'avoir renforcé, et là je peux leur dire merci parce qu'ils ont vraiment rattrapé, il faut reconnaître le retard, ils ont vraiment rattrapé ce retard et on est à 36 bâtiments. Oui, c'est ça. Donc là, il en restera 73 exactement entre donc, 2025 et 2027, date de fin de l'agenda. Alors attention, quand on fait les bâtiments, ça fait peur, mais souvent c'est qu'un fléchage, et puis il y a beaucoup de normes qui ont changé, c'est un fléchage, c'est un marquage au sol, voilà. Et tout ça est exposé à la commission communale pour l'accessibilité qu'on a fait, je crois, au mois de mars. Juste une précision, quand vous parlez des 73 bâtiments restants, c'est donc après ce marché. C'est aussi bien des ERP que des IOP. Non, je précise, donc c'est 73 bâtiments restants après ce marché qui doivent être donc finalisés avant 2027, puisque c'est le terme de c'est la deadline, c'est ça. Ça me semble un peu court comme délai. Non, mais parce que comme on vous a expliqué, sur certains sites, il n'y a que de la signalétique et d'autres, il y a des affaires. Et d'autres dérogations. Rappelez-moi, le plan d'action des ERP, ça a été commencé en quelle année, s'il vous plaît? Le plan d'action des ERP, qu'est-ce que vous voulez dire? Le dernier plan d'action des ERP, ça a été commencé en quelle année? 2004, oui, on a sur le dernier, puisque le premier c'était en 2012. Le premier c'était en 2012. Donc, oui, ça me semble un peu long, parce que sachant que ce n'est pas le premier plan d'action des ERP. Hein. Le premier plan d'action était fait en 2012. Donc, effectivement, ça me semble un peu long. En matière de signalétique, il ne me semble pas qu'il y ait eu beaucoup de normes qui ont été modifiées, sauf erreur de ma part. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, je vous laisse le micro après, monsieur, si je peux me permettre, si vous connaissez une commune qui à ce jour, et là
à ce jour, a fait tous ces ERP, je peux vous dire qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, excusez-moi, permettez-moi, il n'y en a pas, mais nous, par contre, ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir renforcé notre sécurité qui s'occupe de ces ERP, on a eu les félicitations de la préfecture, parce qu'on fait partie des communes qui est le plus en avance sur les ERP et sur les IOP. Alors, Monsieur Yoguetti, on va partager un point ensemble, c'est qu'effectivement, en matière d'ERP et de plan d'action sur les ERP, il y a beaucoup de choses qui sont pour moi juste cosmétiques. On est d'accord, là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, il y a des éléments qui sont beaucoup plus importants. Je suis d'accord avec vous, les plans d'action des ERP, ça noie tout ensemble, et ça ne fait pas ressortir les priorités, je suis d'accord avec vous. Ça, les priorités, c'est les mériteurs qui doivent les faire ressortir, malheureusement. Et contre l'administration, je suis là aussi d'accord avec vous. Néanmoins, est-ce que c'est aujourd'hui, sur la commune, ces priorités ont été ressorties suffisamment? Je sais que c'est difficile, je sais que sur des plans d'action aussi complexes que les plans d'action d'ERP qui demandent énormément d'administratifs, ça ne facilite pas l'objet. Néanmoins, aujourd'hui, où on en est, quand on voit certaines salles communales et leur état aujourd'hui, où pensons-nous? Non, sincèrement. À la commission communale pour l'accessibilité, je crois que vous n'y étiez pas, hein, il me semble. Là, ça ne vous aura pas échappé le travail. Non, mais c'était pour simplement vous dire que tout a été détaillé, tout, justement les points, les cibles par l'année, etc., les priorités qu'on avait données. Donc je pense qu'on peut vous le donner si vous voulez vous faire passer. Avec grand plaisir. Voilà. Merci, Monsieur Musso. Simplement pour compléter et répondre à Mme Coche, donc ça a été négocié 2024-2027, ça doit, comme l'a dit Mme Balsen, ça a été, je crois que c'est à la mi-décembre 2027. Et par rapport au chiffrage initial, on est à peu près sur 3,5 millions d'euros, ce qui veut dire qu'en 2026 et 2027, il restera engagé par rapport à ce qui est déjà fait et ce qui est déjà prévu, 2,5 millions d'euros. ERP, IOP, Merci. Je mets au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La 3, toujours Mme Valls. La 3, elle vise à assurer l'entretien, la réparation et la rénovation des toitures de nos bâtiments communaux, écoles, équipements sportifs, culturels ou administratifs. Après avis favorable de la commission MAPAC du 15 septembre dernier, les marchés sont attribués pour le lot 1, toiture, terrasse et bac acier, à l'entreprise Alpha Service pour un montant maximum de 400 000 € hors taxes. Et le lot 2, toiture tuile, à la compagnie méditerranéenne de construction pour un montant maximum de 350 000 € hors taxes. Au total, ce sont donc 750 000 € hors taxes que nous mobilisons dans le cadre d'un accord cadre d'une durée initiale d'1 an, renouvelable 3 fois, permettant à la commune d'intervenir rapidement au fur et à mesure des besoins, que ce soit pour des travaux neufs, de rénovation ou de maintenance. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Fusane? Oui, je voudrais savoir un petit peu quels travaux sont prévus, parce qu'on voit que rien qu'avec les pluies diluviennes qu'il y a eu dimanche, par exemple, il y a eu des infiltrations au cercle du Temps des Peines, dans la salle de danse à Monaco. On voudrait savoir quel chantier allez-vous commencer, et vous parlez aussi de toiture terrasse, lesquelles? Alors, j'ai quelques exemples. Le chantier prévisionnel en toit terrasse, il y aurait Tino Rossi, le groupe scolaire de la Renardière, si je ne me trompe, la salle d'escrime, c'est ça, et puis d'autres les services techniques aussi, je crois, me semble. Voilà. Et pour donc les autres, comment? Ah, d'accord. Et pour les toitures tuiles, il y a l'école de musique et l'atelier des fleurs. Merci, Johanna. Donc, je vous vois qui est pour. Contre, qui s'abstient. La 4. Alors, la 4, ça concerne donc le chantier qui nous tient à cœur, c'est-à-dire la rénovation de l'église Saint-Blaise. Comme vous le savez, ce type de restauration est complexe. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les architectes du patrimoine et les bâtiments de France nous transmettent de nouvelles recommandations
et des aléas apparaissent révélant des fragilités invisibles avant le montage des échafaudages. C'est précisément ce qui s'est produit. Sur le lot 1, il a fallu renforcer l'accès à la tour clocher. Sur le lot 2, des fissures ont été découvertes dans les contreforts et il a fallu prévoir des trappes de visite pour assurer la maintenance future. Sur le lot 3, l'état du palier de l'escalier du clocher est apparu très préoccupant, nécessitant un remplacement complet pour garantir la sécurité. Sur le lot 4, des plaintes ont été ajoutées pour protéger durablement le parement lors des futurs nettoyages. Ces ajustements entraînent des avenants au marché sur les lots 1, 2, 3 et 4, avec des plus-values limitées mais nécessaires pour préserver la sécurité du chantier et la qualité de la restauration. Après intégration de ces derniers avenants, l'enveloppe prévue pour les aléas de chantier présente un reliquat de 146 012 € hors taxe. Là, nous demandons d'approuver ces avenants au marché. Merci Joël de préciser qu'effectivement tous ces aléas, quand on parlait tout à l'heure des bons bâtiments, une église du XVIIIe siècle est évident que quand on a fait pas mal de découvertes dans des peintures et tout autre, ça, c'est force à force d'avancer sur le chantier qu'on a pu s'en apercevoir. Et effectivement, on avait prévu une enveloppe, et tu as dit les montants qu'on avait mis sur l'enveloppe. Je mets au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Et dans les travaux, on est entamé. Monsieur le Boucher, c'est. Merci, monsieur Lemetti. Juste une petite aparté. Merci, Jean-Philippe, d'avoir souligné l'engagement de la commune sur les 3 ans à venir concernant l'accessibilité et les ERP. 3,3 millions d'euros, c'est quand même, pardon. C'est quand même, tu en faisais partie quand on a décidé cet engagement. Donc merci de l'avoir précisé, même si je comprends Madame Coche, c'est un peu long depuis 2012, mais malheureusement il y a beaucoup d'aléas et beaucoup de choses qui font que parfois on a des priorités différentes. Alors la délibération numéro 5, c'est une demande de subvention départementale pour l'aide à la conservation des monuments historiques non protégés au titre des monuments historiques. Et donc c'est le chantier dont vient vous parler Joël, la rénovation de l'église de Saint-Blaise. Les travaux concernés dans le cadre de cette demande de subvention, c'est la création et sécurisation de l'accès au campanile depuis la tour clocher, la restauration de 17 statues en plâtre et la restauration des bancs de l'église. Coût total de l'opération hors taxe 51 339,66 € pour une subvention escomptée à 50% de 25 669,83 €. Merci, Greg. Des questions? Des questions, je mets au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La 6. Je vous donne. Alors, la 6. Pardon. Je peux juste donner papier. Alors, vous vous souvenez que à la présentation du budget et du compte administratif, je vous ai parlé du fameux contrat communautaire pluriannuel de développement, le fameux CCPD, qui s'est arrêté en février 2025. Qui avait rapporté à la commune depuis 2014 18 millions d'euros. On a eu une bonne nouvelle pendant l'été, puisque le 26 juin 2025, la métropole a décidé de proroger le CCPD afin d'aider les communes à achever le financement des opérations qui étaient prévues dans ce contrat. Donc on a une fenêtre de tir jusqu'au 30/11/2025 pour déposer toutes les demandes de versement et les mandatements qui ont été faits depuis le février 2025 afin de pouvoir récolter de l'argent dans ces projets-là. Voilà. Une question? Je me vois qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La 7, qui vous doit. Merci. Alors, l'approbation des rapports de la CLEC portant évaluation des charges transférées entre la métropole et ses communes membres au titre des transferts et l'institution des compétences. Alors, pour rappel, vous le savez, à la création de la métropole, la métropole avait des compétences désignées d'office par la loi. Ensuite, il y a eu un jeu de négociation entre les communes et la métropole pour savoir quelles compétences pouvaient être redonnées à la métropole ou la métropole pouvait en rendre selon les demandes des communes. Et cela passe par la CLEC. Cette CLEC qui se réunit fait des rapports et les rapports doivent être validés et
présenté au conseil municipal. C'est pour ça que vous avez celui-là aujourd'hui, qui ne concerne pas la commune, mais qu'on est obligé de présenter à délibération. Voilà. C'est un échange. Alors pour les communes concernées, là, c'est juste pour le public. Il y a la commune d'Aubagne, la commune de Fosse, la commune de Saint-Chamond. Voilà. Merci Greg. Une question? Je mets au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. On continue avec la 8. La 8, donc on passe à l'emploi et l'insertion. Donc c'est la traditionnelle demande de subvention dans le cadre du plan local pour l'insertion et l'emploi, le fameux PLI, puisque nous avons des permanences à la maison France Service et au bureau municipal de l'emploi, donc qui est la plateforme administrative emploi et logistique et administrative. Cette année, pour 2025, on sollicite un montant de 9 041 €. Cette demande de subvention, en fait, et ce montant permet d'organiser en partenariat avec le PLI des manifestations et des événements concernant l'emploi et notamment le public vraiment ciblé du PLI, et aussi à la participation aux frais fixes concernant la maison France Service et le bureau, surtout le bureau municipal de l'emploi. Et donc, pour être plus précis, la demande de subvention porte sur 50% du budget présenté à la métropole. C'est-à-dire qu'on présente un budget de 18 000 € et on demande 50% à la métropole. Merci. Des questions? Des questions, je mets au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La 9, c'est, on vous demande d'approuver les conventions de partenariat et d'adhésion entre la ville d'Épinay-Mirabeau et la mission locale du Pays de Gex. Alors, une, c'est pour la mise à disposition des locaux et du personnel, pour le personnel de la mission locale. Il faut savoir, pour être précis, que nous sommes une des deux communes dans la mission locale du Pays de Gex à avoir une antenne, c'est-à-dire qu'on a une personne qui est tous les jours avec un planning de la mission locale prêt à accueillir nos jeunes. Et la deuxième, c'est la convention d'adhésion, et la loi nous impose de verser 1,55 € par habitant, ce qui prévoit pour cette année un versement à la mission locale de 34 709 €. Voilà, je voudrais juste, pardon, excusez-moi, préciser que les missions locales sont en danger. Aujourd'hui, Eric Chevalier, le président délégué de la mission locale du Pays de Gex, représentant d'Anne Joassin, se bat avec l'Union des missions locales pour sauver les missions locales qui sont en danger parce que l'État a pour projet de les englober dans France Travail. Et le combat que l'on mène et que l'on soutient, et j'espère que tout le monde soutient, c'est de maintenir les budgets aux missions locales qui sont des partenaires privilégiés pour les 16-25 ans, avec un accompagnement très spécifique et surtout une mission locale du Pays de Gex très dynamique et reconnue en France par des projets qui sont démultipliés sur la France. Donc voilà, sachez qu'on défend ces missions locales et surtout le fait qu'elles ne soient pas englobées dans France Travail. On est toujours pareil dans la réduction des coûts et on va dire la réduction du personnel. Voilà, merci. Merci Greg. Pas des questions, je mets au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. La 10. C'est pour moi. Donc la 10, c'est une attribution de subvention exceptionnelle à l'amicale des sapeurs-pompiers des Pays-Mirabeau et Saint-Anne-les-Vallons d'un montant de 2 000 €. Pas de questions. Je pense qu'il n'y a pas de questions. On peut encore leur dire un grand merci pour encore cet été avec les incendies que l'on a subis. Je mets au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 11, donc cela concerne l'intérêt que l'on avait vendu à M. Anthony et Julien Poncier. Après avoir passé ces actes de vente, nous avons eu la métropole qui, pour des besoins du BHNS, voulait prendre une partie du terrain. Donc c'est pour cela que l'on doit retirer cette délibération pour en passer une autre avec la bonne contenance. Voilà, donc c'était, en fait, le terrain a été grévé d'une bonne partie par le BHNS. Question? Pas de questions, je mets au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc après, là,
Sur la 12, on passe donc la cession du terrain et la bonne contenance est donc de 9558 mètres carrés, qui est en zone A, donc qui est vendu donc aux fils Ponce, Anthony et Julien, qui pour rappel font du circuit court sur le tilleul. Voilà. Donc cette parcelle est vendue à 35 000 €. Et c'est le prix qui était convenu quand on avait passé la première délibération que je retire, c'était le prix qui était convenu. On est resté sur le même prix. Avec je mets au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La 13, toujours pour le Zénibus, c'est la parcelle AO 473 d'une contenance de 482 mètres carrés. Cela fait suite à la procédure de l'acquisition de bien 100 mètres passé le 27 mai. Des questions qui est pour, qui contre, qui s'abstient. Alors la suivante, la 14, on va la retirer, puisque cette délibération ne sera finalement pas proposée au Conseil ce soir. En effet, nous avons un doute sur la domanialité de cette parcelle suite au transfert de compétences et de gestion de certaines voies de la métropole. Et les services communaux travaillent conjointement avec les services de la métropole vraiment pour clarifier cette embûche avant de faire une rétrocession. Donc c'est la délibération numéro 14 qu'on retire de l'ordre du jour. Je me vois qui est pour, qui est contre. Pardon, excusez-moi, vous voyez, je n'ai rien, pardon, désolé, c'est autant pour moi. Autant pour moi. La suivante, la 15, c'est l'installation d'un poste d'alimentation sur la parcelle AS84. Et donc, pour cela, nous devons passer une convention avec Inédit, ça sera pour le gymnase Gilbert Rouki. Et qui ne servira pas uniquement au gymnase, vraiment, ce sera sur le site du gymnase Gilbert Rouki. Une question, je mets au vote, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La 16. La 16, cela concerne l'enquête publique du PEM de plan de campagne qui a démarré le 1er septembre et qui va durer jusqu'au 1er octobre. Donc c'est, vous savez, un projet métropolitain où tout est mis en place pour arriver jusqu'au PEM avec des voies HNF, des voies vertes, des pistes cyclables. Et tout ça est fait pour faciliter les déplacements pour rejoindre Marseille ou Aix, aussi bien pour les étudiants que pour les actifs. L'enquête publique, bien sûr, est au service urbanisme, je rappelle les dates, du 1er septembre au 1er octobre. Monsieur Gros. Oui, avant la question, juste sur ce point-là, donc il s'agit de déployer sur le secteur avoisinant la zone de plan de campagne et le futur projet halte ferroviaire, une gare routière de 9 quais et de 2 quais le long de la RD 543, un parking relais de surface de 120 places, un autre parking relais de 170 places, 2 bassins de rétention, un local à vélo, des bornes RVE et des panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments. Quand les projets sont positifs, on l'a toujours dit et on a toujours soutenu. Donc bravo, parce que là, vous faites ce qu'on demande depuis des années, c'est-à-dire que vous adaptez les infrastructures avant de déployer du logement, du service public ou autre. Donc là, vous faites ce qu'il faut, vous anticipez. Donc étant donné que c'est ce qu'on attend depuis des années, quand c'est bien fait, on le dit. Donc là, ça va dans le bon sens, c'est la raison pour laquelle nous avons largement voté pour cette délibération. Concernant les enquêtes publiques, il y a une enquête publique qui vient d'être évoquée il y a quelques jours concernant, effectivement, vous avez raison, le data center dont M. Leonetti, M. Boucher, M. Musso, vous aviez connaissance déjà depuis longue date. Donc première question, c'est, alors je vois M. Vega dire non, mais on a des documents signés déjà de l'année dernière par M. Leonetti et par M. Musso. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Donc il y a ce sujet-là qui est arrivé sur la table. Vous étiez au courant de comment il n'y a pas eu de... Vous étiez élu à la démocratie participative. Pourquoi il n'y a pas eu
de demande auprès de la population pour avoir l'avis sur, éventuellement, peut-être, l'installation d'un data center. Monsieur Leonetti, pourquoi vous ne l'avez pas évoqué il y a quelques mois quand vous en aviez eu connaissance? Il y a plusieurs années, Monsieur Musso, quand vous en aviez eu connaissance, puisque je rappelle que Monsieur le maire a dit dans la Provence, globalement, on a commencé à me contacter pour l'implantation d'un data center dans la zone des civils il y a environ 3 ans, peu après le début du mandat. Donc, étant donné que vous gériez l'équilibre financier de la zone des civils, vous pouviez être au courant. Et Monsieur Leonetti, on a des documents qui signés de votre part qui précisent déjà des démarches envers un data center. Donc, pourquoi on n'a pas effectué de concertation de la population au préalable? Parce qu'on estime que ce type d'enquête publique, c'est déjà l'aboutissement d'un projet initié. Donc, qu'est-ce qui fait que la population n'a pas été concertée sur ce projet avant de l'annoncer comme ça dans la presse de manière fortuite? Alors, pour commencer, je vais commencer et arrêter là, parce que je ne vais pas aller sur un débat. On est là sur la délibération numéro 16, qui est l'enquête publique du PEM. La concertation, la seule chose que je peux dire, elle va pouvoir se faire au niveau de l'enquête publique, qui, elle, va durer 3 mois. 3 mois. Et après, il va y avoir 2 réunions publiques qui seront ici en mairie, dont les personnes de la société seront là pour répondre à toutes les questions. Il n'était pas nécessaire d'une concertation, parce que bon, je vais arrêter là, je ne vais pas dire plus, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. Je vous demande de vous rendre au service urbanisme pour remplir le registre de vos doléances et d'être présent aux 2 réunions publiques qui auront lieu 1er octobre et la deuxième le 10 décembre. Et ça peut se faire en ligne aussi. Hein. On peut faire ces réclamations en ligne. Il n'y a pas besoin forcément de se déplacer. Vous aurez toutes les réponses que vous pouvez, toutes les questions que vous pouvez poser, les réponses vous seront apportées. Pas d'autres questions pour la délibération numéro 16? Je mets au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La 17, allez. Oui, bonsoir à tous. Il s'agit donc à la délibération porte sur l'attribution d'une subvention municipale à l'association Les Ailes de la protection animale. Cette subvention donc serait de 250 € pour l'année 2025. Cette subvention permettra à l'association des ailes de la PA de gérer les opérations de trappage, de stérilisation et d'identification. Une question donc, Madame Melchior. Est-ce que vous pouvez me dire combien ils ont demandé? Quel est le montant de leur demande de subvention, s'il vous plaît? Le montant de leur demande donc, a été fait pour l'année 2025. On a travaillé sur les 4 derniers mois, c'est-à-dire que les 250 € correspondent à la subvention de 4 derniers mois. L'association a fait un dossier de demande de subvention. Dans ce dossier, combien eux ils ont demandé? Ils ont demandé 750 €. Pourquoi ils n'ont pas eu les 750 €? Parce qu'ils ont commencé à travailler, ils ont signé la convention à partir du mois de septembre. Donc pour atteindre. C'est un pour atteindre. Merci Alain. D'autres questions? Monsieur Musso? Et merci pour cette précision. Donc, cette délibération montre qu'il y a une organisation qui se met en place concernant effectivement le trappage et la stérilisation des déchets aérants sur la commune. C'est une très bonne chose d'avoir quelque chose d'organisé, puisque effectivement pendant 5 ans, Sylvain Réau a porté seul cette action, et avec ses propres moyens également. La simple question, c'est qu'au travers de cette convention qui est passée avec aujourd'hui les aides de la PA, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le plan d'action et quel est en fait le plan de régulation que la ville compte mettre en place? Si vous permettez, je vais peut-être élargir un peu la discussion en expliquant, en donnant du moins la vision du rôle d'élu à la cause animale. Pour remplir cette mission,
nous sommes partis sur le fait de créer une politique globale de la cause animale. Cette politique globale doit prendre en compte les interactions qui existent aujourd'hui entre les humains, les animaux et bien sûr l'environnement. À ce titre, on a reçu l'information il n'y a pas tellement longtemps, une étude de cas concrète qui a été faite par le parquet d'Aix-en-Provence a montré le lien entre la violence animale et les violences intrafamiliales. Donc ça conforte un peu notre vision de travailler sur ces trois points. Ensuite, à partir de cette vision, nous avons bâti la charte du bien-être animal. Cette charte du bien-être animal comprend 5 domaines. Parmi ces 5 domaines, il y a le domaine donc, lié à la gestion responsable des animaux errants. Donc, j'arrive à votre question. Donc, une fois qu'on a déterminé ce qu'on entendait au niveau de ce plan-là, on est en train de mettre en place, parce que les choses ne sont pas aussi faciles que ça, on est en train de mettre en place une convention, des conventions, puisqu'on a parlé des aides de la PL, on imagine travailler avec d'autres associations pour couvrir le terrain, la superficie des Dagnarous, qui est de 34 km² si je ne m'abuse. Donc on va certainement conventionner avec d'autres associations pour justement répondre à ce besoin-là. On a bien sûr continué les partenariats avec les fondations Brigitte Bardot et Tremblant. On établit aussi des conventions avec les vétérinaires, aujourd'hui, ce qui n'existait pas hier, donc on essaie d'organiser aussi des relations qu'on a avec les vétérinaires. Et ces vétérinaires, on leur demande d'appliquer les tarifs qui nous sont proposés au niveau des fondations. On travaille aussi sur la mise en place d'un service municipal qui nous aide en termes d'administration et de gestion. Et bien sûr, on travaille en collaboration avec la police municipale. Dans les prochains mois qui vont venir, on va très certainement changer de prestataire au niveau de la fourrière. C'est-à-dire que l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller peut-être un peu plus loin que ce que nous propose la SACPAC et les prestataires actuels. Et donc, d'avoir des prestations qui vont permettre de gérer tout ce qui est maltraitance et négligence. Au niveau des animaux, c'est aussi une problématique qu'on doit gérer. Et on doit s'entourer des personnes, des prestataires qui ont cette compétence-là. On va aussi très certainement modifier notre approche en termes de trapage. Aujourd'hui, on raisonne au coup par coup. Demain, et ça se fait dans énormément de villes, les alentours, ce n'est pas quelque chose de particulier. On imagine faire des campagnes de trapage après avoir identifié les secteurs qui nous paraissent les plus délicats, les plus dangereux. En campagne, par exemple, donc cet arrêt de trapage va nous permettre donc de mettre toutes nos forces sur les secteurs particuliers et après de passer aux autres secteurs quand on va terminer cette partie-là. L'autre partie que l'on va aussi, sur laquelle on va travailler aussi, c'est de travailler sur des recherches de financement, au-delà des financements qu'on a aujourd'hui, au travers de subventions, des subventions et donc c'est aussi une action qui nous permettre d'avoir plus de moyens pour justement effectuer cette les stabilisations des identifications supplémentaires par rapport au budget que nous avons aujourd'hui. L'autre dossier sur lequel on sera amené à travailler, ce sera l'éco-pâturage. C'est aussi une possibilité, c'est quelque chose qui existe en termes de CUP aujourd'hui, qu'on pourrait aussi récupérer sur la commune des Dagnarous, ce qui nous permettrait donc de renforcer nos actions en termes de Merci Alain pour tous ces détails. Effectivement, ce qui est terminé. Non, tu n'as pas fini, là, on te laisse continuer. Mais, pardon, allez, dedans. Le dernier point, c'est peut-être le plus important, c'est de travailler sur la communication en termes de sensibilisation et d'information. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaiera de lancer en fin d'année ou en début d'année prochaine. Voilà, c'est un peu long, monsieur le bon, mais c'est long et clair.
c'était long, c'était nécessaire, comme ça on comprend bien les choses. Donc, si je comprends bien par rapport au cas précis de trappage et de stérilisation, on est en cours d'identifier les différents secteurs qui seraient susceptibles de faire des prochaines campagnes de trappage. Aujourd'hui, l'association Les Ailes de l'APA est subventionnée à hauteur de 250 € pour le dernier trimestre, c'est ça? Pour faire du trappage. Oui. Pour les 4 prochains mois, pour faire du trappage. Les covoiturages, on traitera ça. Par rapport à ma question qui était le plan d'action, c'est-à-dire de passer de la théorie à la pratique, puisque c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on est sollicité, surtout Madame Réau est sollicitée tous les jours, par des personnes qui appellent et qui disent on essaie de contacter la mairie pour faire du trappage, mais il n'y a pas de suite, et parfois, effectivement, ils se trouvent dépourvus. Donc, de manière concrète, aujourd'hui, cette association, elle agit comment sur le terrain? Est-ce qu'elle fait du trappage? Parce que je rappelle simplement, puisqu'on est dans quelques chiffres, un couple de chats qui n'est pas géré, en 4 ans, c'est à peu près 20 700 chats qui vont être engendrés, soit quasiment un chat par habitant. Donc aujourd'hui, par rapport à cet élan, on va dire, d'organisation qui est mis en place, où est la réalité concrète de la gestion des chats errants sur la commune? Ça veut dire quoi la réalité concrète? C'est-à-dire que d'un côté, vous dites qu'on est en train de s'organiser pour faire le trappage, de l'autre côté, les gens qui appellent pour des chats qui sont errants, les chats ne sont pas attrapés. Donc il n'y a pas de réponse à la demande. Si vous me permettez, là je pense qu'il y a aussi, alors, dans un premier temps, vous comprenez bien, quand on met une nouvelle organisation comme celle-là, qu'on change de paradigme, il peut y avoir des trous dans la enquête. Ça, je pense qu'il peut y avoir. L'autre point, je suis étonné de votre question, dans la mesure où, sur le site, alors peut-être que l'information n'est pas passée, mais sur le site de la ville, il est expliqué, il est donné différentes informations, que ce soit des numéros de téléphone ou des emails qui permettent de rentrer en contact. Si vous faites allusion au dernier poste de Mme Réau, notamment, qui a signalé un certain nombre de choses et qui dit grosso modo que les services compétents ont été appelés, aujourd'hui, on n'a absolument rien reçu. On n'a trouvé aucune trace de cet appel. Donc je veux bien qu'on dise qu'on n'intervient pas. C'est tout à fait possible. C'est quelquefois difficile de changer le système. Mais notre volonté est importante. Et donc on a vraiment la vision, le souhait de répondre à ces besoins-là. La difficulté que l'on a, c'est l'incompréhension. Moi, j'aimerais à la limite, au lieu que Mme Réau se gesticule et fasse ce genre de choses, et qu'elle regarde ce qu'on a écrit sur le site de la ville et qu'elle utilise des circuits d'information qu'on a mis en place. Merci pour ces réponses. Par contre, je faisais allusion au poste de Mme Réau. Je spécifie pas, Madame, vous le faites, c'est votre droit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, donc, du coup, si j'ai bien compris, je vais répondre aux personnes qui la sollicitent, pour lesquelles il n'y a pas d'intervention, qu'elles n'appellent pas la ville, en fait, c'est ça? Mais pas du tout. Je vous ai dit de manière concrète, on peut parler du chiffre. Je vous ai dit qu'au niveau de la ville, nous avons une page qui réservée à la cause animale. Sur cette page-là, on ne met pas sur recensement, donc les personnes qui appellent, on leur répond, et du coup, on fait du trappage. Donc, quand Mme Réau, on l'appelle pour lui dire que ça n'est pas le cas, soit que ces personnes lui mentent, soit que c'est Mme Réau qui ment, c'est ça? Pour moi, je vous tirez les enseignements que vous avez. Pour moi, je considère qu'aujourd'hui, la procédure, notamment sur ce dernier poste, n'a pas été suivie correctement. C'est tout. Après, c'est la vie, on essaiera de tailler ce point-là. Mais au lieu d'être vindicatif, je ne suis pas vindicatif, pas une question. Monsieur, si vous permettez, au lieu d'être vindicatif et à travers des postes plus ou moins incendiaires, on va dire ça comme ça, je préférais qu'on m'appelle directement. À ce moment-là, on essaiera de régler le problème. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème. Ça, c'est quelques chiffres, on pourrait savoir combien de chats ont été frappés, stérilisés depuis je vais vous donner, alors rappelez-vous, la dernière fois, je n'avais pas été capable de vous mêler ces chiffres-là. Et d'arriver, c'est normal. C'est normal, et surtout, je n'avais aucun document, il n'y avait aucun tableau de suivi qui permettait de répondre. Les factures de vétérinaire. Les factures de vétérinaire sont envoyées à la fondation et pas directement. Alors, il y a eu, si je ne me trompe pas, bien sûr, 54 chats qui ont été trappés entre début février et la fin du mois de mars.
54 chats. Je suis arrivé donc quelques semaines ou quelques mois après. Le temps de gérer, de mettre en place cette organisation, aujourd'hui, nous avons traité une vingtaine de chats. Ça veut dire que par rapport au budget qui est alloué, il nous resterait, en termes de budget, là, il nous resterait une dizaine de chats à stériliser d'ici la fin de l'été. Merci, Alain. Je voudrais simplement remercier les services de la police municipale et le service jeunesse qui est derrière moi, qui m'a aidé dans la reprise de ce dossier, dans la reprise de la gestion de ce dossier qui est un peu particulier. Merci. Merci. Puisque vous me tend la perche pour les postes, et justement, j'ai envie de me faire plaisir ce soir. Ça arrive des fois. Je voudrais juste dire signaler à mes rétracteurs là, qui ont essayé au travers de postes de me faire passer pour un menteur et une personne qui n'avait pas de parole, oui, je suis un homme de parole. Donc, merci, et je tenais particulièrement à remercier tout mon groupe majoritaire parce qu'ils m'ont suivi quand j'avais annoncé qu'on allait continuer la cause animale. Mais bon, certaines personnes, à des fins, je suppose, électorales, mais on ne gagne pas des élections avec des mensonges. Je remercie, et particulièrement toi, Alain, qui a pris cette délégation, je veux dire, au pied levé, et je peux dire aujourd'hui qu'elle est très très bien structurée, et que tu fais vraiment un très bon boulot. Merci. Et encore merci à toute mon équipe municipale d'avoir accepté de continuer. Je sais que ça vous tenait à cœur aussi, cette délégation de la cause animale. Merci. Alors qu'on pensait qu'on allait l'abandonner, que tout était arrêté et qu'on allait être envahi par les chats et tout. Mais non, ce n'est pas le cas. Je mets au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La 18. Alors la 18, c'est une demande de subvention de la ville auprès de la CAF et du conseil départemental 13 pour l'intervention d'une psychomotricienne dans les crèches. On demande donc une somme qui serait versée sur 3 années, de 2025 à 2027, pour un montant de 14 280 € sur ces 3 ans. Monsieur Amaro. Oui, donc comme l'a dit Mme Tchélékian, il s'agit de financer des interventions dans les MAC de la commune. Pour rappel, la Gavotte, les Beaumettes, la Petite Farandole. On revient sur le sujet, effectivement. Alors, on a toujours soutenu cette démarche et on va le faire encore ce soir en votant pour. Là où on se désole, c'est que du coup, la crèche de la Renardière n'en bénéficiera pas, puisque pour rappel, vous avez privatisé la crèche de la Renardière en basculant sur une privatisation sur palier. Alors pareil, c'est encore une fois, on n'essaye pas de convaincre, Madame Moudi, c'est des différences de vision, juste. On n'essaye pas de vous convaincre les uns et les autres, juste dans la vision que nous avons. Et après, c'est aux Pénois à faire leur choix. Vous avez fait le choix de privatiser la crèche de la Renardière, qui du coup ne bénéficiera plus de cet accompagnement, ce qui est dommage, parce que les Pénois n'ont pas d'égalité de traitement. Pour revenir sur le sujet de la privatisation... Je peux te répondre ou pas? Et je termine après, on n'a pas de souci. Sur le sujet de la privatisation, ça fait des mois qu'on vous questionne, on n'arrive pas à avoir des éléments. Nous avons voulu nous rendre, encore une fois, auprès de la crèche pour savoir un petit peu comment ça avance, etc. Les directrices voulaient nous recevoir avec grand plaisir, et puis d'un coup, on a les portes qui se sont fermées après consultation de la ville. Bon, c'est pas grave, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à avoir de documents, on n'arrive pas à aller sur place. Moi, j'ai juste une simple question. Monsieur le maire a évoqué enfin la possibilité de revenir sur cette privatisation. Il y a une question qui lui avait été posée par des journalistes. Combien de temps vous laissez à Maison Bleue pour établir tous les problèmes? C'était il y a 1 an. Monsieur le maire n'a pas répondu. Monsieur Leonetti, Madame Tchélékian, combien de temps vous leur laissez? Alors, pour parler de l'objet de la délibération, de la psychomotricienne qui intervient dans les crèches municipales. Alors, je suis désolée de le dire, mais à la crèche de Maison Bleue, il y a une psychomotricienne à domicile. Donc, elle est là tous les jours. Puisque ça fait partie du cahier des charges qu'on leur a bien posé. Donc, elle est là tous les jours. Donc, ils ont encore plus d'heures que les autres, je voudrais dire. On a parlé de Maison Bleue au précédent conseil longuement, puisque j'ai présenté le rapport annuel. Et donc là, la prochaine fois qu'on pourra en parler, c'est lors de la commission consultative des services publics locaux, qui se tiendra d'ici la fin de l'année, auquel vous serez invité. Donc, vous pourrez, ce sera l'occasion de poser toutes les questions. Merci Caroline. Madame Elkon.
Excusez-moi, Madame Tchélékian, vous avez extrait droit dans vos votes à chaque fois qu'on parle de cette problématique, parce que c'est une vraie problématique. Il y a eu du personnel en grève, il n'y a pas très longtemps, qui n'ont pas eu leur salaire. Il y a un vrai souci avec Maison Bleue. À chaque fois, vous répondez comme si il n'y avait aucun problème. Tout va bien. Je peux juste vous répondre qu'on en discutera pendant la commission consultative et qu'il n'y a aucun problème pour aborder le sujet. On en a parlé très longuement, pas le mois dernier, mais en juin dernier. J'ai aucun problème à parler de ça. J'en parle depuis vous me posez des questions aussi, quasiment à tous les conseils et j'y réponds. Là, la prochaine fois, ce sera à la commission consultative. Ça ne fait pas partie de l'ordre du jour. On aura tous les documents, on aura des experts qui pourront nous répondre sur des points financiers si vous voulez les aborder également. Il n'y aura pas de souci. Je suis droit dans mes votes parce que oui, j'ai pas de souci avec cette problématique. Excusez-moi, mais non, vous ne répondez pas. Non, je vous réponds qu'on y répondra à ce moment-là. C'est juste ça. Comme à chaque fois, on recule à chaque fois. En juin dernier, il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. On n'a rien reculé du tout. Pendant que vous reculez le problème, il y a des gens qui sont sur place. Je ne vous ai pas répondu au mois de juin dernier. Très compliqué. À toutes les questions que vous m'avez posées. Mais au mois de septembre, bon, alors. ces produits. Non, mais on y vous avez répondra raison, à ce moment-là, il n'y a pas de vous avez souci. répondu au mois de juin. Ouais. Sauf qu'en fait, vous avez répondu sans éléments factuels, donc c'était juste de l'oral. Et tout ce que vous avez évoqué, à la rentrée, il s'est passé l'inverse. Il faut rappeler qu'à la rentrée, il y a eu quand même un mouvement à l'intérieur de Maison Bleue. C'est pas uniquement Compagnie Mirabeau, c'est sur d'autres structures qui viennent totalement contredire ce que vous avez tenu comme propos au mois de juin. Et le deuxième point, il y a des procédures juridiques qui ont été lancées partout dans des structures de Maison Bleue. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez, il y a eu beaucoup de temps de prise sur la cause animale, et c'est très bien, il faut le faire. Mais pourquoi on ne prend pas autant de temps pour la petite enfance? Il s'agit de nos enfants béninois, il s'agit quand même de petits qui sont accueillis dans des structures qui ne répondent pas aux exigences et aux cahiers des charges. Il y a quand même de la presse qui dénonce ces sujets-là, et je rejoins Madame Delaveau. Enfin, on est déstabilisé par le fait de rejeter à chaque fois. On verra plus tard, on verra plus tard. C'est pas vrai, puisque j'ai répondu au mois de juin. Je peux pas laisser dire que c'était pas factuel, parce que c'était quand même un rapport annuel de je ne sais combien de pages, avec des tableaux et des chiffres. Oui, donc c'était complètement factuel. Et je peux pas laisser dire non plus que ce qui s'est passé le jour de la rentrée vient en contradiction de ce qui a été dit avant. C'était un problème de salaire qui a été réglé grâce à l'intervention de la Ligue pendant 2 jours. Et puis c'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'accueil des enfants ou le fait que les parents soient contents. Donc, le lieu pour en parler, ce sera la commission consultative. Alors j'entends... Elle sera ouverte au public et le compte rendu sera transmis au public. Tu sais bien que c'est pas ouvert au public, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est légal. Hein. Ah non, mais il y a pas de souci. On pourra leur en parler, il n'y aura aucun souci. Ok, merci Caroline. Voilà pourquoi on repousse. C'est ton avis. Il n'y a pas d'autres questions, je me vois. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La 19, Monsieur Tonarelli. Merci. Bonsoir à tous. Alors, c'est la 19, c'est la participation annuelle des clubs et associations utilisatrices des installations municipales. La liste mise à jour pour les utilisateurs exonérés que vous avez en annexe. Donc, les tarifs sont échangés. 69 € pour les associations qui utilisent moins de 10 heures par semaine et 114 € pour les associations utilisatrices des locaux plus de 10 heures. Des questions? Bonsoir. Bonsoir. Bien sûr, nous approuvons tout à fait l'exonération des locations de salles pour les structures précitées. Et nous posons la question de savoir s'il y a aussi des CIQ qui bénéficient de cette exonération de la location de salles. Donc les CIQ, ils ont droit à une salle pour l'Assemblée Générale. Hein, et après, ben, c'est vrai qu'ils payent la deuxième location. Ils payent la deuxième location. Est-ce qu'ils demandent des subventions? Non, les CIQ n'ont subvention. Aucun CIQ ne subvention. Aucun CIQ. Les seuls agents qui vont rentrer, c'est par les membres adhérents qui adhèrent au CIQ. Hein, et puis la salle pour l'AG, la première salle est gratuite. Et après, la deuxième salle, bon, généralement, il alloue une fois pour faire une AG. Rare, il y a deux CIQ qui font une manifestation après, avec un repas ou tout autre. Mais non, les CIQ ne sont pas subventionnés. Merci. Je mets au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La veille. La veille, c'est l'attribution d'une subvention au Touring Club des Plaines Mirabeau de 4 500 € pour l'année 2025. Madame Elkion.
la question est la même que pour les aides de la PIA. De combien était le montant de leur demande de subvention? De combien le Touring Bâton a demandé comme subvention? Le montant de la demande on vous le communiquera, on vous le passera la parole, on vous le communiquera. Je les passe tous les yeux. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La 21. La 21, c'est la subvention pour le tennis club de la Rollerie de 800 € pour l'année 2025. Là, donc, si vous posez la même question, je vais répondre, là c'est moi qui vais répondre, Madame Delabo. Les clubs de boules et le tennis, eh bien c'est vrai qu'ils ont la même subvention, que ce soit les boules ou les tennis, une subvention de 800 €. Qu'ils n'avaient pas avant, et que ça fait 3 ans qu'ils ont reçu. Alors, pardon, ce n'était pas du tout ma question. Mais non, il faut un dossier. Il faut un dossier, c'est nous qu'on donne. Ils n'ont pas. Ils ne demandent pas de montant. Non, parce que. Alors, je vous explique. Auparavant, même il y a 3 ans, les bouts, ils montent un dossier. Bon, le montant, je ne sais pas sinon, mais c'est vrai que l'on donne à chaque club de boules ainsi qu'au tennis 800 €. Et il y a. De quel quartier? Pardon, excusez-moi. Tous les clubs de boules de tous les quartiers. Tous les clubs de boules qui sont répertoriés sur la pelouse. Sur la pelouse. Oui, il y en a. Mais je ne comprends pas. 6. Mais j'ai vu passer des dossiers de demande de subvention. Ils font des demandes. Ils écrivent qu'ils veulent, par exemple, 800 € pour l'année, pour leur festivité, etc. C'est ça. On tous les dossiers, alors on tous 800 € pour 6 clubs de boules. Ça demande toutes les années. D'accord. Donc, Ils même ne s'ils faisaient pas. donc, s'ils ont un projet où ils demandent, je dis par exemple, 1500 €, de toute façon, peu importe le projet, ils auront quand même. Alors, s'ils ont un projet, c'est pas vrai, s'ils ont un projet qui est démonté et qui vont, là, on pourra avoir plus. À ce jour, je peux vous dire, et encore une fois, je me répète, il y a 3-4 ans, parce qu'auparavant, on n'avait pas, ils ne demandaient pas. Ils s'auto-géraient, ils faisaient, et c'est clair que le jour en discutant, voilà, donc on a. Après, s'il y a un projet. Oui, comme toute association, hein, s'ils ont un projet qui est concret, bien oui, bien on les adore. La 21, je mets aux voix, qui est pour, qui compte, qui s'abstient. Merci. Alors, donc, les suivantes, la 22, donc c'est la subvention complémentaire pour le GOS. Donc c'est une subvention, un ajout de 4 000 € à la subvention du GOS suite à une erreur de l'équipe pour ce montant qui apparaissait en excédent l'année dernière et comptabilisé par erreur. Donc, pour rappel, les subventions votées en février sont d'un montant de 46 042 € et de 27 775 pour la participation au financement des chèques vacances. Je profite pour remercier et l'ancienne équipe du GOS et surtout et la nouvelle aussi qui a repris le flambeau parce que, comme vous avez pu le constater, depuis 2 ans, ils ont fait de belles manifestations et surtout à Noël, ils font de belles manifestations et surtout tout le long de l'année, des petites loteries avec les agents et tout, donc je leur dis bravo. Je mets au revoir. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La 23. Donc, c'est toujours la création des emplois permanents et avec la mise à jour des tableaux et des effectifs. Donc, les agents concernés, c'est une aide maternelle, des réussites au concours, des CDIsations, des recrutements, des nominations et des recrutements suite à un départ. Des questions? Je mets au voix qui est pour, qui est contre. Et dans la dernière, qui était hors du jour, monsieur le Bouchier. Oui, ben, donc, dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration des forêts communales, dispositif du département, et suite à l'incendie du 8 juillet, qui a pu fragiliser une partie du territoire, et notamment le front rocheux du chemin du Thor, on a décidé, grâce au service, de déposer une demande de subvention concernant le chemin du Thor, mais également 2 autres fronts rocheux que vous avez dans la délibération.
Cette consolidation des fonds rocheux sur parcelle communale, puisqu'il faut que ce soit une maîtrise d'ouvrage communale, a un coût réel de 104 426 €, pour un montant subventionnable donc de 426 €, et le département peut nous subventionner jusqu'à 60%, donc on escompte une subvention de 62 155,60 €. Merci. Là, des questions? Je vais voir qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Et maintenant, ce conseil. Ah, pardon, monsieur. J'avais envoyé une question orale que j'ai pas d'autre que lire. Je lis sous les yeux, là. Ah, c'est une question orale concernant le data. Le data. Ben, monsieur Mousseau, je vais vous répondre la même chose que. Pour me répondre, je pose la question orale. Et après, vous me non, mais je vais vous répondre la même chose que j'ai dit tout à l'heure de monsieur Amaro. Le data center est un projet sur un site privé classé CPE. Ce projet-là, je ne serai peut-être même pas en mesure de vous répondre sur les questions que vous posez concernant les misages sur ce nom et tout d'autre. Par contre, je vous conseille, je vous invite à aller au service urbanisme, noter vos doléances sur le registre. Il y aura bien sûr la présence du commissaire enquêteur qui pourra répondre à vos questions. Mais la réponse à vos questions que vous posez là, alors vous seront apportées le premier, lors des 2 réunions publiques, parce que là, il y aura la société qui sera présente, et ils pourront vous répondre aux questions. Je constate que vous répondez avant même que j'ai posé la question. Il y a un délai pour pouvoir apporter une question orale en conseil municipal. Elle a été faite dans les délais. Donc, vous devez d'une part de l'enrôler, et d'autre part me laisser la lire. C'est la réglementation. Tout à fait, vous étiez dans les délais. Eh bien, moi, j'en prends l'initiative de vous répondre ce que je vous ai dit. Maintenant, le mois prochain, si monsieur le maire vous en dira un peu plus, parce qu'il y aura eu les réunions publiques, on sera même de vous en dire un peu plus, il vous répondra, peut-être ou pas. Moi, ce soir, voilà, ce que je vous dis à votre question. D'accord, donc je vais poser la question, parce que c'est la procédure. Merci, je peux la poser? Parce qu'en fait, c'est la réglementation. Donc, merci d'avoir répondu avant même que je vous pose la question. Je vais quand même poser la question. Donc, effectivement, la question orale a trait à l'installation de data center sur la commune d'Epène-les-Rabault. Donc, la question est la suivante. Les membres d'opposition du conseil municipal ont appris l'existence et l'état d'avancement du projet d'installation de data center sur notre territoire à travers l'article paru dans la Provence en date du 9 février. Ce n'est donc pas par l'intermédiaire d'une communication municipale, ni à travers une information ou un débat en conseil, que nous en avons eu connaissance. Ce défaut d'information des élus, combiné à l'absence renouvelée de toute démarche de concertation citoyenne sur un projet d'une telle ampleur, interroge. Aussi, nous souhaitons obtenir des éclaircissements précis sur plusieurs points. Quelles sont les nuisances potentielles ou avérées que ce projet est susceptible d'occasionner pour les habitants de la commune en matière de nuisances sonores, environnementales, paysagères, etc. Quelles problématiques techniques, financières, juridiques ou environnementales ont d'ores et déjà été identifiées dans la mise en œuvre de ce projet? Et troisième question, quelles solutions concrètes ont été envisagées ou retenues afin de rendre ce projet réalisable tout en préservant la qualité de vie des Pénois et l'équilibre de notre territoire? Nous vous remercions de vouloir apporter à l'ensemble du conseil municipal les éléments de réponse et d'éclairage nécessaires sur ce dossier. Alors, pourquoi nous avons décidé de poser cette question? Parce que c'est par voie de presse, comme je viens de le dire, que nous avons appris que, d'une part, le terrain était vendu, que le permis était déposé, que le maire y est favorable, et que le maire de Saint-Victoré, commune limitrophe à ce projet, n'est pas consulté. Cette présentation, ce mode de fonctionnement ne favorise pas l'acceptation et cela crée un climat de suspicion. On part donc sur de mauvaises bases, d'autant comme vous l'avez rappelé tout à l'heure en réponse, il s'agit d'un projet ICPE, donc qui présente plusieurs risques.
Et des risques, il y en a pas mal. On peut citer quelques exemples à proximité ici à Marseille, où on a vu les risques de forte consommation électrique. Et sur l'emplacement où va se faire le projet, il est prévu qu'il se fasse, il y a de nombreuses coupures électriques à constater, et c'est ce que les riverains, effectivement, nous font remonter. À Pantin, par exemple, où un projet a vu le jour, les riverains se plaignent de nuisances sonores. À Poupe-Bel-Air, par exemple, le maire a émis des réserves et appelle à beaucoup de transparence. Est-ce que est-ce que la collectivité s'est rapprochée de la mairie de Poupe-Bel-Air pour savoir ce qu'il en était? Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un appel à venir à tout le monde le 1er octobre, puisqu'il va y avoir une réunion publique, sachant que quand cette question est partie, c'était donc lundi, et la concertation publique a été mise sur les réseaux lundi. Donc nous avons déjà bien évidemment, effectivement, téléchargé, pas encore consulté, puisqu'il y a quand même 90 pièces, donc certaines habilités font plus de 90 pages. Et je me permettrai juste de répondre à M. Amaro, qui me targuait de connaître ce projet, puisqu'il avait été sorti il y a 3 ans. Je suis désolé, je n'ai rien signé, contrairement à ce que vous avez dit d'une part. Et lorsque le maire, si, vous avez dit que j'avais signé des trucs, et après vous avez parlé de M. Leonetti, donc il faut bien clarifier les choses, je n'ai strictement rien signé là-dessus. Et quand le maire est informé d'une chose, il en parle en tout ou partie à ses conseillers municipaux. Donc le projet d'il y a 3 ans, je ne sais pas si c'est le même que celui d'aujourd'hui, c'est une idée qui était venue. En aucun cas, je n'ai été consulté. Une idée, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. De toute façon, voilà. Et on n'est pas aujourd'hui pour ou contre un projet de data center. Il faut savoir où il s'implante et ce que cela va impacter, aussi bien en termes de risque qu'en termes de bénéfices pour la population. Donc c'est l'objet effectivement de l'enquête publique. Aujourd'hui, on pose cette question, pourquoi? Tout simplement parce que sinon on ne serait pas au courant. On ne serait pas au courant parce que seules les personnes qui ont lu la presse sont informées qu'il y a ceci. Je vous défie ici aujourd'hui. C'est faux. C'est faux. Excusez-moi, en fait, Alors je termine et après vous poserez si vous voulez bien. Pardon? Je n'ai pas compris la question que vous posez, excusez-moi. Je vais transmettre la question? Non, oui. C'est une analyse. Bon, attendez, on va. Simplement, je termine. On va laisser terminer monsieur, puis je vais prendre la parole. Donc simplement, je termine. Effectivement, si on n'avait pas soulevé cette question, qui aujourd'hui serait réellement au courant de ce projet? Qui serait aujourd'hui au courant qu'il y a une réunion publique le 1er octobre et le 10 décembre? Je vous défie d'aller sur le site de la ville, sur l'application de la ville, et de sortir rapidement cette information. Il faut aller dans les petits chapitres, ce n'est pas mis en avant. Donc nous, ce qu'on souligne aujourd'hui, ce qu'on soulève, c'est le dysfonctionnement qu'il y a sur un tel projet d'envergure, un tel projet impactant, et qui passe sous les radars, de manière, on le pense, effectivement, peut-être volontaire. Et comme nous ne sommes pas dans cette démarche-là, c'est pour cela que nous posons la question ce soir. Mais monsieur Musso, c'est le seul moment où je vais être. Moi, j'ai pas de honte à dire quand je suis d'accord. Je suis d'accord avec monsieur Boucher. On ne comprend pas votre position. C'est-à-dire que quand vous parlez d'opacité, c'est exactement ce qu'on est. Non, mais quand vous parlez de problématiques de compréhension sur la position de monsieur Musso, les pénaux attendent juste de la clarté. Sur les finances, ça fait des années, monsieur Musso, qu'on vous dit on n'a pas de plan pluriannuel, on n'a pas de visibilité, c'est caché. Je vois qu'aujourd'hui, ça vous pose problème. Et vous avez raison. Mais c'est la manière dont vous avez fonctionné pendant 5 ans, jusqu'à, par ego, vous avez pris la décision de quitter la majorité. Ça, c'est votre tambouille. Mais il ne faut pas brouiller les pistes auprès de la population. Le data center, ça fait 3 ans que la municipalité, c'est pas nous qui le disons, c'est le maire. Le maire dit, depuis 3 ans, nous travaillons dessus. Vous, en tant qu'adjoint aux finances, vous étiez à la tête de la gestion de l'équilibre de la ZAC des civils qui était en train de se construire. Vous étiez à la tête du suivi de l'équilibre de la vente et de l'achat du foncier. Alors, 2 possibilités. Soit vous n'étiez pas au courant, parce que monsieur le maire vous tenait au courant de rien, dans ce cas-là, il aurait fallu démissionner il y a 4 ans, puisque vous n'étiez au courant de rien en tant qu'adjoint aux finances. Mais comment on fait des budgets si vous n'avez pas le suivi? Deuxième possibilité, c'est comme sur l'éclairage nocturne, etc. Vous changez de position parce qu'aujourd'hui, vous avez une échéance à justifier dans les mois qui viennent. Juste, il faut de la clarté. La majorité était au courant, peut-être pas tous les élus, parce qu'on connaît le fonctionnement de la majorité, mais l'adjoint aux finances était forcément au courant. Ou alors, fallait démissionner. Et deuxième chose, toutes les questions que vous posez là, vous avez entièrement raison de les poser. Pourquoi, quand vous avez été mis au courant, vous l'avez dit, il y avait des projets, je reprends votre mot, il y avait des questionnements sur la possibilité d'installer un data center. Vous ne savez pas s'il faut être pour ou contre. Pourquoi, il y a 3 ans, dès que ce sujet a été mis sur la table, vous n'avez pas enclenché, parce que vous étiez aussi adjoint à la démocratie participative, une mécanique pour aller consulter la population et leur dire « Nous envisageons d'installer un data center.
Que pensez-vous de ce projet-là? Avantages et inconvénients, vous ne l'avez pas fait. Donc, je rejoins totalement M. Boucher. Je vous avoue qu'après, la population fera son choix. Nous, encore une fois, on n'est pas là pour vous convaincre. Mais je pense qu'il faut de la clarté, et les seuls qui n'étaient pas au courant, sûrement beaucoup d'élus de la majorité, ça c'est certain, mais l'adjoint aux finances était forcément au courant, et tous les élus qui ne participent pas à la majorité, nous l'avons appris dans la presse au mois de mars. Mais vous étiez au courant, ou alors c'est que vous ne pilotiez pas la ZAC des civils, et ce qui est inquiétant, ça veut dire que c'est monsieur le maire qui gérait tout de A à Z sans tenir au courant son adjoint aux finances, ce qui serait dingue. Plus précisément, vous ne savez pas comment se gèrent les choses en interne, et notamment par rapport à la ZAC des civils. Vous permettez de juger un fonctionnement que vous ne connaissez pas. Ah ben, ça, je ne me permets pas de le pas. Par contre, je peux vous garantir que sur ce projet-là, cette idée qu'il y avait, s'il y avait une concrétisation, à ce moment-là, je serais intervenu pour qu'il y ait une démarche de démocratie participative et de concertation. Donc le projet est arrivé après, puisque je vous rappelle que le terrain a été vendu et qu'un permis, suite à ça, a été déposé. Donc on est déjà sorti de la ZAC des civils. Et vous le savez. Obligé des choses. Vous le savez très bien, M. Musso, vous le savez très bien. C'est trop facile de le dire maintenant que vous n'étiez pas au courant du data center. Pour rappel, vous, c'est vrai que vous étiez aux finances, et je pense que vous avez signé des bons de déplacement quand on est monté à Paris pour avoir des renseignements, et vous savez très bien pourquoi monter. Donc c'est facile maintenant d'aller dire je n'étais pas au courant du data center. Mais c'est normal, ça c'est comme la poste, c'est comme tout autre. C'est normal, c'est de bonne guerre, on est en période électorale. Moi je vous dis, il faut savoir dire les choses. Ça c'est comme ma parole que je n'ai pas de parole, c'est la même chose. Voilà. Moi je vous dis, je vous répète, vous étiez aux finances, on s'est déplacé avec monsieur le maire et d'autres personnes. Il y a eu des bons, ils ont été signés. Et on en avait parlé en réunion, vous le savez très bien. Donc maintenant, d'aller dire, je n'étais pas au courant, je l'ai appris par la presse. Absolument. C'est petit. Là, c'est hallucinant ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire qu'en signant un bon de TGV, je ne sais pas quoi, pour aller à Paris, je suis au courant de l'objet. Ah, donc vous signez des bons, si je vais à Paris, vous ne savez pas ce que je vais faire. Quoi. Je vais comme ça à Paris, vous ne savez pas. Vous ne demandez pas, vous ne renseignez pas. Non, c'est bon pour aller au restaurant, monsieur Léonetti, je m'assure de savoir l'équipe je vais avec qui vous réagissez, mais n'importe quoi. Monsieur Musso, s'il vous plaît, pour conclure, et vous parlez de non-information, on est tous d'accord aujourd'hui que M. Amaro le dit, là je le rejoins, c'est très rare aussi. Il y a 3 ans, on en avait fait écho, vous le saviez. Vous le saviez, c'est pas grave, mais je ne comprends pas aujourd'hui. Je vous pose une question. À quoi sert une enquête publique? À quoi sert une enquête publique qui va durer 3 mois sur un projet privé où le maire est sollicité, mais pas que le maire des Pays Mirabeau. Tous les maires sont sollicités sur des projets privés. Là, c'est un investissement pour la société de plusieurs millions d'euros. Donc, à un moment donné, on n'est pas dans l'obligation de vous informer de ce projet-là. Par contre, il y a une obligation d'enquête publique pendant 3 mois où vous avez tout le loisir de poser toutes les questions, que ce soit au commissaire enquêteur quand il est présent à l'urbanisme, parce que faites attention, on ne peut pas poser des questions écrites s'il n'est pas là, à l'urbanisme, ou par Internet, comme l'a dit M. Amaro. Donc, si vous voulez faire un débat avec les Pénois, il y a des réunions publiques, il y a une enquête publique. Vous n'avez pas besoin d'en faire une avant. Vous avez été informé depuis le 22 septembre, mise en ligne sur le site de la ville. Alors peut-être que c'est trop bas, peut-être que c'est trop haut. Ça, c'est des questions. Mais il n'y a aucun loup, il n'y a aucune chose qui est mise sous le tapis, comme vous dites. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un projet privé avec des millions d'euros concernant un dossier, un projet ICPE, donc comme vous le dites, qui nécessite une enquête publique de 3 mois pour soulever toutes les questions et les nuisances que peuvent peut-être apporter un data center qui aujourd'hui n'est plus le data center qu'il y a 1964, date du premier data center, et 1996 pour le data center, le premier qui a été fait par la société Telehouse en France. Donc, je vous pose la question, à quoi sert l'enquête publique pendant 3 mois? Et on comprend que votre volonté, c'est de ne pas informer la population. Absolument pas, là vous dites n'importe quoi. C'est la presse Fuson. Monsieur Fuson. C'est la presse, bien sûr. Mais si on est dans la presse, c'est que tout le monde soit au courant. Eh ben oui. Et donc on était tous au courant depuis 3 ans qu'il y avait un data center qui allait s'implanter à cet endroit. Donc, le maire a eu écho,
effectivement de la volonté d'une entreprise d'installer un data center sur la collectivité. C'est la seule information que j'avais. Je vous ai interdit de dire que je savais qu'il y avait un projet dessus, et encore moins à l'endroit où vous l'avez implanté. Par contre, si notre démarche, c'est effectivement de tout valider en amont, le permis est en cours d'instruction, et c'est après qu'on sera l'enquête publique, monsieur Boucher, elle est toute obligatoire. Mais oui, donc quel est l'intérêt informer en amont pour solliciter les personnes, déjà de savoir ce qu'ils pensent sur le projet. Ah, mais ça, c'est votre choix. Un projet d'une telle envergure, on l'informe. Mais c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Ce qui permet de meilleure acceptabilité. La façon de procéder aujourd'hui, là, c'est qu'il y a de suspicion et de défiance à ce projet-là. On ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est la méthode qu'on c'est ces deux mots-là, monsieur Soul, que je n'accepte pas, la suspicion et la défiance. Aujourd'hui, les Bénois sont informés, ils ont tout loisir à venir à la réunion publique du 1er octobre et du 10 décembre pour poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Il y aura tous les partenaires, toutes les personnes qui vont participer à ce projet, et toutes les questions auront une réponse. Il y aura même le commissaire enquêteur. Voilà, c'est de quelle manière avez-vous annoncé à la population qu'il y avait une enquête publique? De quelle manière? Par les réseaux. Par de presse? Par les réseaux? Par le site internet de la ville. Et par la presse. Et alors, ça vous dérange quoi? Et c'est moins une communication que maintenant. Et après, je vais clôturer. Et c'est une communication de la préfecture, là. Et je vais vous pas mettre l'ouvrage, c'est là. Je vais même compléter des formations. J'ai été le premier contacté par une société de data center. Et je l'ai informé le monsieur le maire parce que c'est des projets qui dépassent, en fait, la mairie. Là, aujourd'hui, on est sur un projet d'État. Donc voilà, à partir de là, il y a 3 mois d'enquête publique. Toutes les questions seront posées. Il y aura une décision du commissaire enquêteur et ensuite on verra. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais terminer. Je vous laisse la parole après M. Fuson, c'est surtout que ce que rejoindre notre règle, ce qu'il a dit. Après, il faut attendre le résultat du commissaire enquêteur. Parce que s'il donne un avis défavorable, on verra à ce moment-là. Il faut voir ce qu'il a dit du commissaire enquêteur. M. Fuson. Oui, bah écoutez, moi je suis plutôt content. Je suis content parce qu'on avance, et ça fait plaisir. Il va y avoir une enquête publique, on va voir les bénéfices, les risques, on va même consulter les Pénois. Moi j'aurais aimé qu'on fasse aussi, quand vous avez voulu faire ce projet de centre pour délinquants, parce que là vous n'aviez pas consulté les Pénois, il y a eu un vote et vous les aviez mis devant le fait accompli. Projet heureusement rejeté. Donc voilà, moi je voulais juste dire que je suis content, on va consulter les Pénois, donc on avance et c'est bien. Merci, M. Fuson. Bon, ben, on a terminé ce constat. M. Amaro, dernière question. Non, je suis le conseil tout fait. Je vous souhaite oui. Pourquoi? Dites-le. C'était pour savoir, on avait une demande pour le groupe Ensemble pour les peines Mirabeau. Je pense que vous l'accepterez, mais la commune a subi le décès d'une agent récemment, Sandrine, qui était connue par toute la population. On aurait aimé lui dédier le conseil avec une minute de silence si ça va. C'est pas que je ne le souhaite pas parce que je connaissais très très bien Sandrine depuis très longtemps. Mais bon, là je dirais, il aurait fallu peut-être avant d'en parler à la famille, demander à la famille l'avis de la famille. Par contre, je vous invite lundi à 14h30 de venir, là c'est ce qui vraiment, je pense que la famille a besoin de cela, de venir le plus nombreux possible à 14h30 à l'église de la Verte. C'est pas toujours. Voilà. Je pense que moi, il aurait fallu avoir. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir d'appeler la famille, mais ce n'est pas non plus le moment de nous appeler dans ces moments-là, d'avoir l'accord de la famille pour pouvoir faire ça. Et je vous rejoins parce que c'est vraiment, ça nous a tous touchés, et surtout tout le personnel qui a pu travailler avec elle depuis de nombreuses années. Voilà, donc encore une fois, je vous demande de venir très nombreux. Lundi, je vous rappelle de l'heure, lundi, 14h30, cimetière de pardon, église de la Verte. Merci, bonne soirée. Bonsoir.